Shalom. Salam. Salut. Bon, petite ambiance tamisée, différente. Personne ne sait pourquoi on se met comme ça. Non, non, c'est important, tu sais. On va voir si les gens regardent déjà. Il y en a certains qui vont écouter, qui ne vont pas comprendre de quoi on parle. Ouais. Mais ceux qui regardent doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore? Ouais, parce que là, même moi, je suis pas à l'aise. Moi qui suis... Non. J'aime bien l'image. Ah bon? Je sais pas, ambiance tamisée. Il faut expliquer aux gens que c'est quand même... On bosse quand même, donc on doit faire du reveal, tu vois. On a une équipe qui a des idées, qui veut vous montrer le level. Totem Production. C'est parti, mon kiki. Envoyez la sauce. Alors... On vous met bien ou pas? Welcome. Welcome. It's a new era. Exactly. It's a new chapter. Exactement. Si jamais on était des gens sérieux, on aurait fait des saisons, tu vois, on dit saison X. Ah, mais nous, vous savez, on est sauvage chaque dimanche. On sort. Ah là là. Mais c'est vrai que les gens ne se sont pas plaints de notre petite transition. On était là, dans un nouveau décor, personne n'a remarqué, tout le monde était content. Non, vous nous faites confiance. On sait Merci. ça, on sait ça. Petite transition. L'avait promis, il est là. Le nouveau set. Exactement. Quelque chose de sérieux. Voilà, on essaye d'élever le game, on espère que ça vous plaira et que surtout, ça vous permette de capter votre attention un peu plus, parce qu'on se dit si c'est quand même plus sympa à regarder, peut-être que vous allez... Donc là, on va peut-être dire le mot de la fin dès le départ. Mettez en commentaire. C'est ça. Déco, new set, enfin, dites-nous quelque chose. Chose, voilà, qui montre que vous avez... Si vous appréciez, si vous pensez que c'est important, parce qu'on dit que la forme compte autant que le fond, donc on essaie d'améliorer en permanence la forme du podcast aussi, donc... on espère que ça vous plaît. On a été aidé par des super talents, parce que vous savez bien qu'on n'est pas des décorateurs. Non, mais c'est un vrai projet. Hein. Attention, vous nous voyez là, on amuse le peuple. C'est ça. Vous nous avez connus dans des tables rondes. Vous nous avez connus avec... des gens rigolent encore des épisodes où on avait un pagne derrière. Ouais, le pagne derrière. Ceux qui étaient là pour le pagne. Ça a duré que 2-3 épisodes. avant que j'intervienne. Les gens sont intervenus. Après, on a eu une période quand même elle est stable avec le canapé vert et rouge. Vous nous avez pas... Vous avez à rien mon avis, ils se sont dit, c'est une DA. C'est ça. Alors que bon... C'était les moyens du bord. C'était les moyens du bord. Puis on a rajouté quand même ça, on a investi. Le logo, c'était notre premier gros investissement. Il est là. Zelago. On a quand même investi. C'est ça. Et puis voilà, au bout de 120, 125 épisodes, on s'est dit, bon... On va quand même... On va quand même step up. Continuer. Step up. Ouais. Et le travail n'est jamais aussi bien fait que qu'on est entouré par les bonnes personnes. Exactement. Donc, il est l'heure de faire les shout-outs. Exactement. Aux gens qui ont contribué. Shout-out to the mastermind. Exactement. Donc, une invitée du podcast. Je sais pas, ouais, exactement, du podcast. Je sais plus c'est quoi son épisode, mais vous vous souviendrez sûrement de Fatouma Aïdara de iDesigns. Exactement, qui a conceptualisé ça, les histoires de 3D, etc. Exactement. C'est assez impressionnant, mais voilà, c'était quoi notre brief? Franchement, j'avais juste dit... quelque chose d'éclairé. Moi, j'ai dit un truc clair, parce que j'en ai marre des podcasts sombres. Ouais, vous connaissez votre gars. Tout le monde fait tamiser. C'est ça. Il fallait un truc clair. Mais c'est vrai que c'était plus dans notre esprit. Ouais, on est plus un truc lumineux, joyeux, alors transparent. Que le podcast aime bien le truc tamisé, confidence, etc. Un peu intimiste, je me cache. Ouais, il fallait qu'on fasse contre-pied quand même. Contre-pied, voilà. Etc. Et ça n'aurait pas été possible sans Shaïda. Exactement. Shaïda, on va mettre tous les Instagram là, parce les que liens, si vous voulez des trucs comme ça. Shaïda, merci beaucoup. Merci Shaïda qui a aussi aidé Totem sur son open space, sur d'autres aspects. Parce que oui, bon, c'est une autre histoire, les gens vont dire déjà. Mais oui, Totem a redéménagé. Allez. Mais exactement, donc on a profité de ça pour aussi jeu de jambes. Shaïda au sourcing, pour trouver toutes ces pièces. Je dis parce que bon, oui, vous pouvez aller... Elle va vous conceptualiser, mais pour trouver les éléments... Ouais, et faire le suivi des artisans. Que c'est un boulot. Ouais. Et Shaïda, accompagnée par Tricia, ma DA, personnalisable, personnalissima. Exactement, la personnalissima, Maxima, madame. Qui a donné de sa personne. Exactement. Pour que cela soit prêt et pour qu'on puisse avoir un nouvel élan. Vraiment, merci du fond du cœur parce que... Et indirectement, tout ça ne serait possible sans la tribe, parce que c'est aussi la tribe et les gens qui nous font confiance. Quand je nous demande à quoi ça sert la tribe et tout ça, c'est aussi dans ça qu'on investit. Quand on dit on investit dans le podcast, c'est le matériel que vous ne voyez pas. On a des trépieds, on a des trucs. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Donc c'est l'occasion de dire qu'il y a des choses qui se passent derrière. C'est pas juste deux gaillards qui viennent causer.
Il y a une vraie équipe. Non, c'est clair. On est très reconnaissants. On l'a dit, Fabrice, Sam, tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent, parce que pour la petite histoire, on a financé partie de ce set par le YouTube Money. Exactement. Donc, vous voyez que... vous contribuez aussi. Vous contribuez. Donc, mettez les petits likes, abonnez-vous. Voilà. Encore une fois, franchement, vous voyez, c'est gratuit votre abonnement et grâce à ça, on fait des trucs bien comme ça. Je me rends compte qu'on est en train de faire une erreur. Quoi? En fait, vous le voyez pas, mais on a un gros écran devant nous où on se voit. Et on regarde l'écran. Ah, pas la caméra. Il faut couper l'écran, les gars. C'est très perturbant, effectivement, de se voir en permanence. Mais on voit le set. Ah merde, il a vraiment coupé. Bon, du coup, voilà, là, on va regarder. On va se regarder. On va se regarder. On va reprendre le cours de l'épisode quand même, parce qu'à la base, on est venu sur un thème. Ouais, bon, soyons sérieux. On met les Insta. On met les cœurs, on met les abonnements, parce qu'effectivement, vous voyez, c'est quand même et pour gratuit la reprise et tout le taf. De ce nouveau set, on s'est dit, quoi de mieux qu'un petit épisode bien technique. Ouais, et puis... un petit œil de l'entrepreneur. Ouais, mais là, je dirais même, plus un entrepreneur, c'est vraiment, je pense, plus un entrepreneur, parce que c'est un truc, je pense, depuis longtemps que je voulais vraiment conceptualiser, c'est que je trouvais qu'on donnait trop souvent des conseils génériques d'entrepreneurs, alors que selon les différents niveaux d'entrepreneuriat que tu as, différents statuts, tu as des problèmes différents. Exactement. Et limite, des fois, des avis de certains niveaux supérieurs sont contre-productifs quand tu as un niveau inférieur. Exactement. Et c'est pour ça que je suis très admiratif de certains entrepreneurs qui se sont positionnés dans l'accompagnement de petites structures. Exactement. Tu vois, qui représentent, comme on va le voir, 96% la majorité des entreprises. Et là où tu as raison, c'est qu'il faut faire attention. Il faut toujours se demander quel est le schéma de pensée de la personne qui vous donne les conseils. Est-ce qu'elle est basée sur une grosse entreprise? Exactement. Quel contexte? C'est super important, surtout qu'un autre point que je pense qu'il y a le côté positif en disant certains conseils sont adaptés ou pas à vous. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, moi, un truc qui m'a importé énormément dans cet épisode, et je pense que c'est aussi ça qui m'a motivé à le refaire, c'est que je t'ai dit, je croise beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas conscience d'à quel point ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Ça me choque encore plus. Et c'est plus violent parce que vraiment, c'est un gros message que moi je fais passer, à ça que je dis dès le début. Ne vous sous-estimez pas parce que vous vous comparez à Mark Zuckerberg. Il y a un nouveau membre de notre tribu du coup, qui se reconnaîtra, qui lui, au départ, était venu à une séance entourage, qui voulait lancer une autre start-up, il voulait mon avis, nanana. Et en fait, à côté, il avait une boîte dont il vit très bien, qui est impressionnante. Et quand il me racontait sa boîte actuelle, je lui dis, mais en fait, c'est déjà un truc de ouf, ta boîte. Ouais, tu m'avais dit ça. Tout seul, et le gars était en mode non, c'est pas un truc de ouf, je fais que tant de pourcents de CA, donc vous verrez. Et je lui ai dit non, déjà avec ce CA, t'es déjà dans les 4% d'entrepreneurs les plus successful même aux États-Unis. Mais je t'avoue que même moi, ce rappel, bien quand tu m'avais envoyé l'article. Quand je t'avais envoyé l'article, c'est vrai. Ça m'a aussi, je me suis même surpris à envoyer le schéma qu'on vous mettra là à des potes. Puis je dis votre frère, quand même, taffe un peu. Il bosse. Mais parce que aussi, je pense que le danger, tu as raison, le schéma, on va vous le mettre là. Donc, c'est un schéma de Brett Reynolds, je trouvais très, très, très intéressant, qui reprend toutes les sociétés aux États-Unis, tous les business aux US, et qui, à partir de là, a établi en fait différents niveaux en disant en fait que, et c'est le point le plus important, que déjà faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est exceptionnel. Mais on peut donner les chiffres. Donc, vous le voyez à l'écran. On va vous le mettre là. 96% des entreprises réalisent un chiffre d'affaires de moins d'1 million de dollars. Exactement, $1 million. Et 4% seulement font plus d'1 million de dollars. Exactement. Et après, on ira plus loin, on verra que 0,4% font plus de 10 millions de dollars. Et seulement 17 000 entreprises font plus de 50 millions. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, je pense que c'est quand même une bonne... C'est un bon benchmark. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, j'ai dû rappeler du coup c'est Benny, il se reconnaîtra, qui du coup aussi doutait. Je lui ai dit, mais rappelle-toi l'épisode qu'on a fait sur le top 500 en Côte d'Ivoire, qu'on a partagé. Rappelez-vous que dans le top 500 des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est 10 milliards. Donc dès que tu fais plus de 10 milliards, ce qui correspond à peu près à 15 millions d'euros, donc ce qu'on a là, les 15 millions d'euros, donc ils représentent, si je ne me trompe pas, là, c'est quoi? C'est 0,4% aux États-Unis? Ouais, c'est ça. Donc 0,4% de 28 000 business, je ne me trompe pas. 28 millions. 28 millions de business. 28 millions de business, 0,4%, faites le calcul. Dites-vous qu'en Afrique, si vous faites plus de 15 millions, vous êtes déjà dans les 500 pour entreprises de Côte d'Ivoire. Donc je voulais vraiment aussi que les gens se rendent compte que
on a tendance à trop parler de choses qui ne sont pas comparables. Ça montre à quel point des boîtes comme les Tesla, les Facebook, c'est irréel ce qu'ils font. C'est genre, c'est pas 0,1%, ce que j'ai expliqué aux gens. C'est 0,0000000. C'est bien que tu reprécises, c'est sur ce point, parce que j'avais vu des commentaires sur des personnes qui pensent qu'on fait des comparaisons qui sont inutiles, où on se dit, regardez quel poids on représente par rapport à des grandes industries. Donc, genre comme si on voulait minimiser. En fait, mais l'idée, c'est vraiment de comparer des marchés, mais d'un point de vue proportionnel. Exactement. Donc, la même manière, ils vont faire cette analyse, ils vont se dire, OK, que représente le top 1%. Exactement. Et nous, on va essayer de définir, OK, nous, à notre échelle, ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, pour être dans le 1%, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Et donc, tout ce qu'on dit, c'est que voilà, c'est juste pas les mêmes chiffres. Exactement. Et surtout, c'est important pour moi que les gens se rendent compte, parce que je pense qu'on a tendance aussi à un peu avoir un complexe d'infériorité. Soyons honnêtes. Les entrepreneurs noirs et africains ont tendance à avoir un complexe d'infériorité qui est nourri par l'environnement dans lequel on est. On est toujours vu comme étant l'Afrique, c'est les derniers, l'Afrique, nanana. Et du coup, ils ne se rendent pas compte, quand eux sont exceptionnels, que leur niveau d'exceptionnalité n'est pas qu'au niveau de l'Afrique. C'est que ce qu'ils ont fait, même pour quelqu'un qui ne serait pas noir, quelqu'un qui ne serait pas africain, c'est impressionnant. Faire une boîte tout seul qui dépasse 100 000 euros, c'est impressionnant. Qui dépasse 1 million, c'est exceptionnel. Qui dépasse 10 millions, c'est fantastique. Ça mérite d'être célébré plus que les gens ne se réalisent derrière. Et comme tu dis, même moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, en fait, je vois à quel point c'est petit par rapport à ce que ça pourrait être. J'ai tendance des fois à oublier à quel point c'est gros par rapport à la majorité des gens. Mais on y reviendra, parce que moi, j'ai des questions sur, tu sais, la valeur absolue par rapport à la proportionnelle, dans le sens où, quand on va le premier propos de l'article, donc c'est 10 millions de dollars pour être libre, pour être flexible. Exactement. Je voudrais savoir si c'est dans l'absolu, ce chiffre-là, ou alors on pourrait identifier un chiffre différent en Afrique. Ouais, en Afrique. Sauf que j'ai vraiment l'impression, pour le coup, qu'il s'agit de ce montant-là, tu vois. Alors, et c'est là mais ça, il faut que tu expliques aux gens, parce que c'est pas ce que tu veux dire par la liberté, parce qu'ils vont pas lire l'article, c'est vrai. Ouais, non, vous allez... respecte mon public. Allez tranquille. Les mains dégayées, comme ils disent. Ils vont lire, on va voir, c'est en anglais. Ils crient dès qu'on parle anglais ici. En parlant d'anglais? Oui, tant qu'à faire. Fabrice, tu mettras ce que tu sais ici. So, speaking English is definitely not only an asset, but something... Oh, Definitely. Oui, je suis désolé pour cette transition que j'espère a été smooth, mais qui est importante pour vous parler. Pourquoi tu parlais en anglais, du coup? Parce que je me suis rendu compte que c'était important pour les gens de vivre l'action et de se rendre compte que quand on parle de culture business, souvent, on dit que c'est important de pouvoir aller chercher des contenus de qualité et que souvent c'est en anglais, mais on ne dit pas comment faire. Donc, les gens peuvent nous reprocher de dire un peu faites-le, mais sans comment, alors qu'ici, on aime être dans l'action, on a la chance d'avoir ce partenariat avec TOEFL. Exactement. Et TOEFL est vraiment le moyen idéal, justement, pour progresser, pour en tout cas avoir un niveau reconnu sur la langue anglaise, puisque TOEFL va être très souvent nécessaire pour entrer dans des universités prestigieuses. Au moins, déjà. Donc, quel que soit votre âge, je pense que c'est super important. Il y a beaucoup de très jeunes qui nous écoutent. C'est également, tu disais, on avait remarqué aussi que pour les visas. Oui, ça aide aussi. Si tu veux émigrer dans un pays anglophone, ça aide énormément pour montrer ta capacité à t'intégrer dans le pays et donc éventuellement à évoluer dans le pays. Que vous n'êtes pas des touristes. Exactement. Vous êtes des gens qui avaient la capacité de vous inscrire dans la durée dans un environnement anglophone. C'est ça. C'est ce qu'on souvent vous souhaite, ou en tout cas on progresse. Donc, nous, typiquement, on est des exemples de clients satisfaits, parce que moi, j'ai passé le TOEIC, mais je me suis fait préparer dans un centre spécialisé. Et moi, je me suis fait, je me suis préparé dans un centre pour passer le TOEFL. Exactement. Et c'est des choses qui ont vraiment aidé. Et il faut aussi le savoir, beaucoup d'entreprises considèrent justement le TOEFL comme une certitude, on va dire une sécurité. Ça les rassure sur votre niveau d'anglais dans un monde de plus en plus connecté. Exactement. Et si vous voulez même faire l'économie dans les entretiens, quand vous avez des diplômes comme le TOEFL, vous avez des chances que même on ne vous challenge pas sur votre anglais. Donc c'est quand même... Là, tu fais une promesse. Je fais une promesse. Vous avez des chances, j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est fait. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, en plus, on a la chance... C'est un vrai label. C'est un vrai label qui, en plus, on parle souvent pour nous d'avoir des plans, des objectifs clairs.
Et pour nous, plutôt que de dire je vais améliorer mon anglais, on le dit tous parfois, par moment, c'est bien d'avoir une target, un objectif, un examen certifié qui marque votre effort, qui vous permet de construire pour votre carrière et votre développement personnel. Donc, on a la chance qu'en plus, TOEFL, pour l'audience Entrepreneur South Africa, ne nous offre pas qu'une réduction, mais ils ont aussi offert une réduction. Donc il y a une réduction, mais il y a également un premier lien que vous allez voir en dessous qui vous permet d'avoir accès à de la ressource pour que vous voyez à quoi ressemble l'examen, mais qui vous donne aussi accès à un accompagnement. Exactement. Donc, c'est pas rien. Et le deuxième lien, c'est ce qui vous permet d'acheter le test avec un code promo qu'on met juste en dessous qui vous permettra d'avoir une remise de 15%. C'est pas mal, Je pense qu'en plus, on est vraiment dans la période. Là, voilà, il y a l'été qui arrive, les vacances en général. Il y a la reprise en septembre. Donc, avant la reprise, avoir ce challenge-là, ça peut vraiment être top. Et quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo d'ailleurs. Ouais, donc on vous recommande encore une fois, just don't consume, create, act. Et donc, c'est notre recommandation du moment. On a la chance que TOEFL vous offre cela. Profitez-en. Prenez votre carrière en main et votre avenir en main et speak English. Ok, on compte sur vous. On compte sur vous. Goodbye. Bye. Voilà, c'est important. D'ailleurs, l'article en anglais, et je voulais te demander, moi en préambule, c'est important, je pense que tu en as parlé même dans d'autres podcasts, et je pense que beaucoup de gens admirent ça chez toi, c'est comment tu tombes sur ce genre d'article. Parce que franchement, quand tu lis l'article, quand tu vois la valeur de l'article, c'est forcément, c'est pas un truc que tu as parce que tu vas dans des stories Insta. Ouais. C'est pas des trucs. Même, tu me parles souvent de Twitter, il faut être branché au bon endroit, il faut être dans des bons groupes. Ouais. Donc, comment tu fais pour tomber sur ce genre d'articles qui sont à la fois synthétiques, concrets, pratiques? Franchement, je pense que c'est le fruit, comme tu dis, d'une longue curation. C'est un régime digital. Parce que, tu vois, cet article, je ne me souviens même plus d'où il vient. Je crois que c'est sur Twitter, mais je ne suis même pas sûr. Et c'est parce que vraiment, comme on en a déjà parlé, je pense, plusieurs fois, dans qu'on a fait avec Philippe, initialement, sur le lifestyle, vraiment, moi, tous les trimestres, je supprime des comptes que je suis et je fais un travail ensuite d'identifier quels sont les comptes que je trouve les plus intéressants et d'essayer de voir qu'est-ce que, par exemple, eux suivent, où est-ce qu'eux aussi trouvent leur info. J'avoue, je pense que le dernier niveau que je ne dis pas forcément, c'est que j'ai pris un réflexe en audit qui reste, je pense, assez pratique dans l'esprit critique. C'est en fait, quand tu vois quelqu'un parler de quelque chose, regarde c'est quoi sa source. Très souvent, sur Internet maintenant, tu vas avoir beaucoup de choses où les gens reprennent des infos de quelqu'un d'autre. Bah oui. En fait. Et c'est ce qui m'agace le plus. Le plus, d'ailleurs. Ouais. Surtout sur Insta, c'est vraiment... Alors, Insta, c'est vraiment le pire. Depuis que je suis sur Insta, je me dis, mais comment les gens vivent? Parce que Insta, il n'y a même pas de... Twitter, les gens ont tendance à citer qui est la source. Ne serait-ce qu'à mettre l'arobase de la personne. Et du coup, souvent, quand je vois, par exemple, là, je donne un exemple, la semaine dernière, j'ai lu une punchline que j'ai adorée de Chris Williamson sur Twitter. Tu vois, il a mis une punchline sur quelqu'un qui disait que, en fait, je sais plus, je crois que c'était sur à quel point les minorités drivent par leur intolérance l'évolution de la société. Donc je sais que Nassim Nicolas Taleb avait parlé de ça, mais lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il a appliqué ça spécifiquement à la capacité à accepter ou non les changements en business. Et c'était super intéressant. Du coup, je suis allé suivre la personne qui a dit ça. Et donc lui, il met des articles qui sont complètement rien à voir, tu vois. Par exemple, j'ai trouvé avec lui un article super intéressant où il explique un truc que j'ai depuis longtemps sur la raison pour laquelle les séries actuelles, notamment sur Netflix, c'est de la merde. Mais il a écrit 4 pages dessus. Et l'article qu'il a écrit, donc tu vois, je suis parti de je suis Chris Williamson, parce que j'aime bien son podcast. Il a mis une citation de ce gars-là, je suis allé le suivre, qui a mis un article qu'il a écrit il y a 4 ans. J'ai envoyé cet article à un pote à moi, à Guillaume, qui adore les séries. Il a rigolé, il dit on dirait que c'est toi qui as écrit l'article. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. Et donc demain je vais suivre ce gars, peut-être qu'il va me partager autre chose. Ça m'a carrément même donné envie. Je me suis dit, est-ce qu'on ne devrait pas écrire des articles parfois, tu vois? Ça c'est une de mes... Ah, t'as un très très bon point. Ça c'est un de mes trucs qui me travaille. Épisode, y a des idées qui sortent de façon plus structurée. Bon, c'est vrai qu'il y avait... Mais tu vas plus en profondeur avec déjà l'écrit. C'est mieux structuré. Et en fait ça structure aussi ta pensée. Ah oui. Clairement. Ça c'est clair. Donc moi c'est un des trucs que si un jour je réussis à avoir assez de temps en ayant assez d'argent pour pouvoir me recruter ce temps-là, moi, je veux écrire. D'ailleurs, c'est un filtre plus grand que... Là, déjà, on a un filtre intéressant avec ceux dont on parle sur le podcast. Mais en vrai, à terme, j'avoue, je pense qu'il faut qu'on écrive. Dans tous les cas, c'est pour ça que le savoir se transmet le mieux d'abord à l'écrit. Après, les gens diront que la tradition orale a aussi son intérêt. Mais je pense que l'écrit oblige à un niveau de clarté. Exactement.
Incroyable. Incroyable, oui. Tu dois te reprendre. Forcément. D'ailleurs, ça me rappelle, petite transition, un autre truc sur lequel tu vas dire encore que j'ai changé. Du coup, pour cet épisode, j'ai parlé avec ChatGPT. Alors regarde ce qu'il m'a fait. En fait, je suis totalement dépassé. Mais quand tu es complètement dépassé. Franchement, limite, je voulais faire un procès, en fait. Mais comment ça procès contre moi? Bah oui. Mais quel procès il y a à faire? Jusqu'à aujourd'hui, sachez que cet individu ne voyait aucun intérêt de productivité à ChatGPT. Voilà. Je voyais pas trop. J'étais épuisé. Voilà. Non, mais et là, après, tu me dis, t'as fait un schéma. J'ai fait un petit schéma avec les niveaux de chiffre d'affaires. En fait, ça m'a aidé à structurer ma pensée. Du coup, ça ferait un bel article, ça, tu vois, par exemple, qui structure la pensée. Et en fait, c'est un schéma de niveau 1, entrepreneur qui fait moins de 100 000 euros, jusqu'à niveau 10, entreprise qui fait, je crois que c'est plus de 30 milliards. Et surtout, j'ai mis en face de chacun des niveaux d'entrepreneuriat, quels sont les classements dans lesquels tu rentrerais. Au niveau africain, au niveau européen, au niveau américain et au niveau aussi asiatique. Je comparais avec les niveaux asiatiques en disant... t'as mis celui de très typique top 5. En disant, si tu fais tant de chiffre d'affaires, tu rentres dans le top 500 entreprises en Afrique, tu rentres dans le top 500 entreprises même en Amérique latine, etc. etc. En Asie du Sud, je préfère Amérique latine d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Donc du coup, tu vois, Bon après, pourquoi j'aime pas chat? Regarde. Quoi? Il y a des fautes dedans, il y a un niveau qui a sauté. Enfin, c'est relou, frère. C'est relou. Non, c'est relou. Tu veux qu'on lui dise de corriger? Non, tranquille. J'ai essayé. Il fait un autre truc. Quand tu te corriges, il fait un autre truc encore. Il y a différentes solutions. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, d'ailleurs, vous voyez, je vous montre rapidement comme ça le truc, tu vois. Ça. Ce sera dans la tribu, bien sûr. Ça, la tribu School. La tribu School, qui est pour les meilleurs. Quand vous demandez à quoi ça sert la tribu, les gens de la tribu auront en exclu accès à ce petit document. Exactement. Je pense que ça fera l'objet d'un bon débat. Ouais. Et donc, du coup, tout ça pour me dire que tu as raison sur l'écrit. Je me demande s'il ne faudrait pas d'ailleurs. D'ailleurs, c'est dans la tribu que je partage souvent les trucs sur lesquels je réfléchis. Par exemple, j'ai partagé l'autre jour un podcast qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est la tribu que je partage beaucoup ces sujets-là. Ouais. Donc, l'écrit. D'ailleurs, si vous avez des articles à nous partager, que vous voulez qu'on dissèque. Ouais. Envoyez-nous sur. C'est Insta qu'on envoie. On aime beaucoup. Ça. Ouais. Donc, du coup, la source, c'est. Alors, l'article qu'on veut analyser aujourd'hui. Donc, c'est Why 99 out of 100 businesses. On fait en anglais pour le partenaire de cette vidéo. Exactement. Why 99 out of 100 businesses never reach 10 millions in revenue. Ouais. Donc, pourquoi 99% des entreprises n'atteignent jamais 10 millions de revenus en un an? Ouais. Donc, c'est intéressant, c'est qu'il le revenu de 99,6%, parce que c'est 0,4 qui y arrive. Oui, c'est ça. Et surtout, moi je trouve intéressant, c'est qu'il a commencé par dire pourquoi 10 millions? Exactement, c'est ce que je voulais dire en termes de sommaire, pour que vous restiez jusqu'au bout, pour les plus sérieux. Ouais. Donc on va commencer sur pourquoi 10 millions? Pourquoi 10 millions, c'est un palier important en tant que société? Ouais. Et pourquoi c'est difficile? Ouais, exactement. Pourquoi c'est difficile, mais en même temps, pourquoi c'est atteignable? Et ensuite, comment c'est atteignable. Donc, restez jusqu'au bout. Vous serez millionnaire à la fin de cette Mais déjà, pour ceux qui écoutent, moi, un truc que je voulais préciser quand même, l'épisode n'en parle pas, mais je voulais quand même qu'on en parle parce que dans ma nomenclature, je voulais quand même qu'on donne aussi un outil pour les gens qui nous écoutent. C'est qu'est-ce qu'on fait avant, quand tu es avant les 1 million d'euros? Parce que là, tu vas trop loin. C'est un autre épisode qu'on ferait, tu charbonnes. Ouais. Cahier, le résumé. Avant 1 million d'euros, tu charbonnes. Mais en fait, c'est vrai. On a parlé du product market fit, on a parlé du lancement, etc. Et ce qui est marrant, bon là on fait un spoiler, c'est qu'à la fin dans les solutions, il te renvoie vers des choses que tu as fait au début. Et que tu as arrêté. Et que tu as arrêté. Mais que tu dois refaire. Et avec ton équipe, tu dois structurer. Oui. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que beaucoup de gens se demandent en fait le niveau. Je vais quand même, sans donner l'accès à tout le monde à ce classement que j'ai fait, les gens se rendent compte, quand tu es entrepreneur, pour moi, le premier palier à viser, et d'ailleurs, si vous avez suivi dans l'épisode qu'on avait fait avec Anissé, il a dit, son premier gros palier à lui à l'époque, il avait même affiché ce palier, c'était 100 millions de francs CFA. Tu te souviens, il avait dit, il avait mis partout, et dès qu'il a atteint, c'était incroyable pour lui. Pour moi, un entrepreneur qui commence, ça doit commencer par ça. Une target ou une première target. Oui, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, ce qui leur manque, c'est qu'ils ne savent pas dire à quel moment ils ont passé des paliers. Et donc pour moi, le premier palier, c'est de 0 à 100 000 euros. Donc 100 millions de francs CFA à peu près, c'est 150 000 euros, donc c'est un peu plus. 65 millions. Ouais. Parce qu'en fait, de 0 à 65 millions,
tu dois prouver que ton produit a un marché. Et comme tu dis, ça passe par beaucoup de charbonnage. Mais pour moi, par exemple, je donne un exemple. Le jeune qu'on a vu, là, qui était là pour toi, qui voulait des conseils de start-up. Oui. Lui, par exemple, il est de 0 à 100, mais il a commencé à embaucher, par exemple, des commerciaux. Ce que j'ai trouvé bizarre quand il fait une start-up. Parce que je lui ai dit, de 0 à 100 000, ce n'est pas des commerciaux qui font le taf. C'est toi ou ton produit. Après, quand tu dépasses 100 000 euros et que tu arrives à 1 million d'euros, oui, là, il te faut des commerciaux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils écoutent des conseils ou ils prennent les conseils de gens qui sont applicables à un niveau supérieur. Mais de 0 à 100 000, de 0 à 1, comme j'appelle ça. Parce que c'est vraiment de 0 à 1. En fait, même dans Peter Thiel, d'ailleurs, dans 0 to 1, c'est à peu près ce qu'il donne aussi. Comme lui, de 0 à 1 million. Sur les start-upers, c'est de 0 à 1 million. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quand ils disent 1 million, ça peut être 1 million de revenus, comme ça peut être 1 million d'utilisateurs. Exactement. C'est en fait, quelle que soit ton idée, comment je reach 1 million. 1 million. Il y a des gens, je pense, qui sont tellement omnibulés par cette façon de penser, même dans leur entreprise, chaque fois que quelqu'un vient leur soumettre une idée, est-ce que je peux toucher 1 million de personnes ou est-ce que je peux faire 1 million de revenus? Exactement. Et c'est la barre qu'il faut se donner, parce que c'est ce qui te fait penser grand. Même si tu as des petits moyens. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles chercher 1 million d'euros pour avoir l'argent. Je vois les gens venir, toujours. Non, on va dire, je te rejoins sur le 0 à 100 000 euros à 65 millions de francs CFA. Ouais. Ça permet de dire, tu as quelque chose. Voilà, ton business vaut quelque chose. Voilà. En fait, si tu n'as pas ça, d'ailleurs, souvent ce que je dis aux gens, c'est ce que tu as, c'est tu es self-employed. C'est-à-dire que tu as créé un job pour toi, ce qui peut être très bien pour vivre et être heureuse. Je sais que tu as beaucoup de gens ça. Mais tu n'as pas encore une entreprise au sens de... Tu peux commencer à... beaucoup de choses qu'on te dit sur l'employé, la structuration. Avant 100 000 euros, pour moi, c'est difficile. Surtout si vous êtes plusieurs. Alors, quand tu n'es pas seul, c'est encore pire. Non, là, tu dois être maximum, 3 personnes. Tu vois 3 personnes. Et je pense que peu de gens disent ça aux gens. Les gens, ils sont même pas à 100 000 euros de chiffre d'affaires des fois. Ils commencent à embaucher 6 personnes, 10 employés. Alors que non. Sinon, tu vas pas t'en tirer. Surtout à l'âge de l'AI, je veux pas dire. C'est encore plus violent, ça. Et même, c'est encore plus intéressant. Tu peux utiliser l'AI pour gagner beaucoup de temps, pour justement faire avec peu de monde. Après, bon, autant je corrobore totalement par rapport au business que je connais, mais vous, dans le milieu de la start-up, on te laisse pas trop le choix, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on investit sur toi. Du coup, quoi qu'on n'investit pas à zéro. Non, oui, c'est ça la vérité, en fait. C'est que, à part si tu as déjà une expérience antérieure qui prouve que personne ne te prendra, même Y Combinator qui disent qu'ils prennent les techos, les gens qui ont des idées, la plupart, ils demandent une traction. Et tu regarderas l'épisode qu'on a fait avec Jamo. C'est pareil. C'est quand ils ont eu 50 000 personnes en attente qu'ils ont pu rentrer dans Y Combinator. Mais même là, Y Combinator les a fait en liste d'attente, d'abord en disant on attend de voir ce que vous délivrez après. Donc c'est pour te dire que partout, c'est comme ça en fait. Quel que soit le type de produit, les gens souvent ne se rendent pas compte que de 0 à 1, il faut quand même avoir cette barre-là. Et tout ce qu'on va dire après, parce que le problème maintenant, c'est que j'ai peur que les gens vont nous écouter, et tout ce qu'on va dire, en fait, s'applique une fois que tu as passé ça. Mais avant, de 0 à 100, il y a déjà beaucoup de trucs à faire. De 0 à 1 même, mais de 0 à 100. Il y a plusieurs épisodes où on évoque ça. Ouais. Donc, il peut retrouver l'épisode comment se lancer, comment... Donc, d'ailleurs, si les gens veulent qu'on rentre dans les détails sur un domaine, il faut qu'ils le demandent en disant, voilà, au niveau de 0 à 1, c'est vraiment au niveau 1, de 0 à 100 000 euros, quel devrait être mon problème? Et vous remarquerez que chaque fois qu'on invite un guest, on insiste en général sur ce début. Exactement. Pour vous donner éventuellement des clés sur ce départ qui dure parfois quelques années. Moi, si je regarde, je pense, alors je ne sais pas, les premiers 100 000. Alors, on a commencé le modèle agence en 2014. Et je sais que c'est en 2017 qu'on a atteint 500 000. Donc tu t'en souviens de 500 000, toi? Ouais, 500 000 2017. Très bien, ça. Alors, on dit très bien, mais ça arrive toujours 1 ou 2 ans après que vous l'ayez pris. Toi, tu voulais déjà faire ça la première année, tu te dis... En général, ça fait 2-3 ans que tu... Et ensuite, 2017, c'est en 2021 qu'on a été sur 1 million. Sur 1 million, voilà. Tu vois, ce que tu viens de dire là, Jack Aïe, merci beaucoup, parce que très peu de gens le disent. Je pense que la raison pour laquelle les niveaux là qu'on partage, les gens découvrent, je pense souvent, parce que les gens ne disent même pas leur chiffre d'affaires. Et je pense que ce serait bien que, si on peut, je souhaite que cette nomenclature se démocratise pour que maintenant les gens puissent dire je suis entrepreneur de niveau 2, niveau 3. C'est pas besoin de dire ton chiffre d'affaires, mais juste en disant le niveau auquel tu es,
Il faut être à l'aise de dire ton niveau, parce qu'en fait, exactement. Même aux gens qui te parlent, ça va changer comment ils te considèrent, qu'est-ce qu'ils te disent, et des fois, les conseils qu'ils vont te donner. Moi, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent me voir, je leur dis, en fait, t'es pas encore au niveau où t'as besoin de moi. T'as pas besoin de moi, en vrai. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est vrai que beaucoup de gens se rendent pas compte, mais aussi, ça met du temps. Là, tu viens de décrire 5 ans. Oui, bah oui, 2014, puis après 2017, 3. Ouais. Et puis de 2017 à 2021, 4 ans. Ouais. Bon, il y a eu Covid entre-temps. Mon déménagement de France vers ici, Ici, nous exactement. a fait perdre un peu de trucs, mais c'était voulu pour mieux rebondir. mieux rebondir. Et puis après, c'est quand on a ouvert les autres pays qu'on a pu aller plus loin. Mais c'est vrai que je te dis 2021 pour franchir, parce que 2021, on est à 1,2. Et l'année d'avant, on est en dessous de 1. Ouais. Mais ça faisait 2 ans que tu poussais, tu as poussé pour y aller. Ouais, pousser, mais ça, pousser. Mais même toi, comment ça t'est venu ce truc-là de chercher le million? Parce que je sais pas si toi aussi, on te l'a dit assez vite ou tu l'as senti assez vite en termes d'opération? Là, pour le coup, je pense que quelles que soient les raisons, je pense que million, les gens ont... Tu l'as en tête? À un moment donné, tu l'as forcément en fait en tête. Je sais pas. C'est même symbolique parce qu'en vrai, quand ça arrivait. Tu vois, j'envoie un message en auto, je dis, by the way, mais tu vois... Vous n'avez pas fait de fête, oui, voilà. Vous n'avez pas fait d'événement. Pourtant, tu aurais dû, je t'ai dit. Oui, ça c'est un défaut. C'est ça. Mais voilà, mais il n'y avait pas d'éléments et en fait, parce que tu te rends compte que c'est, comment dire, t'es sur la route, en fait, tu avances. Donc, en fait, si tu veux faire pause... tu vois, sur un sujet comme ça, tu peux perdre du temps. Mais par contre, avec l'expérience, je me rends compte, et d'ailleurs, dans le schéma que vous voyez, il y a chaque fois, après un milestone, vous avez un grand trou. Ils appellent ça la vallée de la mort. C'est très vrai. Disent, ça, j'ai bien aimé dans le schéma. Ouais, Fabrice remet le petit schéma, c'est important. 100 000 dollars. Il faut que et puis après, ouais, 100 000 dollars, et puis après... vallée de la mort, et puis après 1 million. Et puis vallée de la mort, mais c'est vrai. Hein. Exactement. Et en fait, c'est là, quand tu es dans la vallée de la mort, tu dis, est-ce que j'aurais pas dû célébrer? Est-ce que j'aurais pas dû célébrer mon pic d'au-dessus là? Parce que, voilà, de 1 à 2, mais ça aussi, il explique. Il faut qu'on rentre dans l'article. Vas-y, non, franchement, moi, c'était juste parce que l'article, il commence à 1. Oui. En fait, c'est ça. On est déjà au niveau de l'entrepreneur. Mais toi, du coup... ouais, les dates, c'est intéressant. Moi, je pense que quand j'étais niveau 1, on a dépassé 100 000 euros. Alors, le problème, c'est que nous, en fait, on a changé de métrique en cours. Ah oui. Parce que 100 000 euros de volume, c'est notre première métrique. Tu te souviens quand j'avais dit qu'il fallait faire 10 000 euros par mois pour justifier que je mette à plein temps sur la boîte. Donc ça, on l'a fait dès que Luc est arrivé. Luc est arrivé en juin 2016. Non, il est arrivé en mars 2016. En juin 2016, on a fait 10 000 euros de revenus, de volume par mois. Et à la fin de l'année, on était déjà 60 000 euros. Donc quand on a levé notre précide à ce moment-là avec Thierry Petit et Hervé Cuvillier, quand on est venu en Côte d'Ivoire en 2018, on faisait déjà, en 2018 je crois je me souviens qu'on a passé les 100 000 euros en un mois parce que les 100 000 euros de volume en un mois c'était fin 2018 et c'est Kader et Luc qui ont fait la dernière commande qui a fait 100 000 euros. D'ailleurs c'est ridicule, j'aurais dit franchement vous abusez, on a 99 980, pourquoi vous vous forcez à faire une commande? Non parce qu'il faut qu'on fasse le 100 000. Tu vois, donc et après, vous avez changé le modèle. Après, non, là, en fait, les investisseurs nous ont dit non, mais arrêtez de regarder votre volume, c'est bien. Mais le chiffre d'affaires, c'était plus important parce qu'il fallait qu'on regarde la profitabilité. Bien sûr. Donc là, on a commencé à regarder. Je me souviens qu'on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires dès 2019. On était déjà à 200 000 euros en 2019. Là, on a été profitable d'ailleurs. Pour la première fois. C'est là, après, on nous a engueulé en disant non, les gars, faut pas être profitable. Voilà, c'est pas une PME ici, messieurs. Il faut que vous allez faire de la croissance. Et donc, effectivement, 2020, on a fait 1,2 million. Donc, on est passé de 300 000, je crois, à 1,2 million. Et après, on est passé à là, on est à plus de 3, on a presque 4 maintenant. Donc, donc, on est passé. Entre chiffre d'affaires, effectivement, et revenu. Exactement. Moi, délibérément, je parle pas trop parce qu'il y a. Par exemple, il y a des entreprises, il y a des marques, des clients qui nous confient des budgets. À gérer, exemple, voilà, des 300 000, etc. Mais ça, je ne le compte pas. D'autres agences le comptent. Ah oui, il y a des agences qui le comptent, c'est vrai, tu m'as dit. Ouais, je suis assez surpris parce qu'en fait, finalement, quand tu n'as pas de marge sur un budget, je trouve... Après, si on est dans une discussion entre gens du secteur, on va dire, je gère tant de budget avec les clients, ça permet de voir le niveau. C'est aussi un critère. Un critère aussi de cash qui est capable de mobiliser et de gérer. Ouais, et de gérer, oui. Parce que par exemple, ta banque, elle, ça l'intéressera.
Hein? Ou bien, ah là... je suis dans cette discussion. J'adore la tête du gars. Franchement, si vous écoutez le podcast sans le voir, ce moment-là, vous venez voir la tête de Kai. Non, mais en fait, je souffre comme ça parce que j'ai mis beaucoup de temps à le savoir, en fait. Et c'est quand Serge, mon mentor, avait su ça, l'argent qui transitait grâce à nos clients par nos comptes en banque. Il dit, mais quoi? Et tu négocies pas? Et tu n'évoques pas. Donc là, c'est un épisode quand même technique où je veux que les gens se rendent compte que oui, on vous donne des benchmarks, etc. Mais comme a dit Kai, il faut savoir, selon les situations, quels chiffres tu mets en avant. Exactement. Ouais. Et même les bons banquiers te le diront. Moi, j'ai déjà rencontré une banquière qui m'a dit, vous savez, Monsieur Lumumba, nous, on n'est pas à l'État. Ça veut dire quoi, ça? C'est une façon de dire que la manière dont tu parles de tes comptes à l'État, c'est pas la manière dont tu parles à ton banquier. De tes comptes à tes banquiers. Oui, très Donc, important. Il faut savoir à qui tu parles. Voilà, histoire tu racontes, tu vois. Et ça, je suis dedans et ça me permet aussi de me rendre compte, mais je pense qu'on fera un épisode je en parlerai quand on fera l'épisode sur le profit. Ouais, super important. Parce que toi, vu ton background, c'est quelque chose de naturel pour toi, mais là, pour moi, le fait que j'ai aujourd'hui une clarté entre la différence de métier entre le trésorier, le comptable, le contrôleur de gestion, le financier. En fait, quand tu n'es pas un background finance, tu vois pas forcément. Tu mets un peu ça là. Ouais, c'est vrai. Quand tu comprends la différence là, c'est aussi un game changer. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Non, mais c'est pas intéressant. Du coup, ça permet aux gens de se dire, en gros, pour ceux qui écoutent jusque-là, nous, on est niveau 3, pour faire simple, dans la nomenclature. C'est ça. On est des niveaux 3. Comment c'est un niveau 3? Non, dans ma nomenclature. Ah, dans ta nomenclature, oui, d'accord, oui. Dans la nomenclature SOA que j'espère. Aux States, on serait dans les 4%. 0,4%, exactement. Yeah. Dans les 0,4%. Non, 4%. 4%, excuse-moi. Oui, 4%. Ouais, on serait dans les 4%. Machallah. Machallah. Et on cherche à arriver dans les 0,4% qui sont à 10 millions. Donc, pourquoi 10 millions? Ouais. Pourquoi 10 millions, c'est important? Donc, l'article commence par ça. Vas-y. Et t'explique, alors, deux choses, la liberté et la flexibilité. Alors, nous qui sommes entrepreneuriat égale liberté. Exactement. Mais je pense que le terme qu'il devrait employer, j'espère qu'on va en parler beaucoup plus, et surtout dans l'épisode de profit, je crois qu'on en parlera, c'est l'optionnalité. En fait, il faut que tu aies le choix. Oui, c'est ça. En fait, par freedom, ils veulent dire le choix. Le choix de tes financements, le choix de tes partenaires, le choix ou non de te verser du dividende à toi et de prendre soin de toi et de ta famille plutôt que l'entreprise d'abord, le choix de réinvestir pour aller plus loin, le choix de tester un nouveau produit ou pas. Exactement, oui. Et je pense qu'il a une phrase où il dit quand tu as 10 millions de dollars de revenus sur ton entreprise, quand tu vas avoir une banque, c'est pas discuter que tu fais, c'est négocier. Ah oui, en permanence. C'est vrai. Ah bah oui, parce qu'ils veulent que tu mettes tes revenus sur tel compte. Il faut que ça reste là. Il faut que ça reste là. Ah ouais. Et donc, tu développes un leverage qui est assez... qui semble... Je dis qui semble parce que je ne connais pas. Ah, on ne connaît pas encore cette vie-là, mais... qui semble intéressant. Et c'est vrai que même en termes de financement, c'est ce qu'il évoque. Effectivement, pour beaucoup de gens qui rêvent un jour de vendre leur boîte, ou de se financer, par exemple, avec des private equity, qui sont en général ceux qui vont te donner... Pourquoi les gens veulent se financer auprès des private equity par rapport au venture capital? C'est que c'est les private equity en général qui vont te permettre, en tant qu'entrepreneur, toi, de toucher de l'argent. Ouais. Plus que les VC. C'est plus fréquent avec les private equity qu'avec les VC. Et aussi, en vérité, la plupart du capital dans le monde est avec les private equity, pas avec les VC. Ils ont moins d'argent, encore plus en Afrique. Alors en Afrique, les gens parlent tout le temps des VC en mode ça augmente. Mais le private equity est la discipline reine du financement en Afrique pour les sociétés. C'est-à-dire que si tu veux des fonds de private equity, il y en a plein dans Abidjan, il y en a plein partout en Afrique. Et eux, surtout, ils sont dans une situation différente des VC, aussi un peu dans le même cas, mais les private equity, c'est rare. Ils cherchent avec beaucoup de difficulté des boîtes qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je connais plein de gens, et je le dis souvent, qui viennent me voir en me disant, est-ce que tu connais des boîtes qui font ce type-là de volume? Parce que c'est comme tu l'as vu, 4%, même aux États-Unis, c'est rare. Donc en Afrique, j'ose même pas. Alors j'ai cherché les chiffres, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. On avait vu dans le top 500. Ouais, ils étaient à 15 millions. Dès que tu rentres à 15 millions d'euros, donc 10 millions de chiffre d'affaires,
10 milliards de chiffre d'affaires ici, de francs CFA, tu es dans le top 500 des entreprises de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es l'une des 500 entreprises les plus grosses du pays. Donc c'est normal qu'à ce moment-là, effectivement, les banques veulent t'avoir, les financiers veulent être avec toi. Et c'est pour ça que c'est aussi, comme dit dans l'article, c'est vrai, c'est un objectif important pour l'entrepreneur parce qu'en fait, c'est un niveau de choix qui est incomparable. Même à 10 millions, un truc aussi qui est très vrai. Moi, j'avais lu un autre article d'un gars spécialisé aussi qui avait lu un truc comme pareil où il disait que le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est bien sûr, tu arrives au premier million. Mais après, il y a un gros creux, une autre vallée de la mort entre 1 et 5. Parce qu'il disait qu'entre 1 et 5 millions, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas assez de revenus pour recruter les gens que tu veux recruter. Et tu vas voir dans les recommandations qu'il donne, beaucoup de choses se jouent à qui tu recrutes. Exactement. Parce que là, à ce moment-là, tu travailles plus dans le business, tu travailles sur le business. Exactement. Et tu deviens un recruteur, en vrai. C'est ça. C'est le skills. Comme on disait, à chaque niveau, tu dois développer un skills. Exactement. À ce moment-là, tu as intérêt à être un super bon recruteur. Ouais, un architecte et un recruteur. Parce que tu sais, c'est vrai que je vois souvent ce truc 0 à 100, 100 à 1 million, puis 1 à 10. Ouais. Et parfois, je me dis, attends, je vais d'abord faire un plan, comment atteindre les 5, tu vois. C'est ça. Mais en vrai, et l'article le confirme quelque peu, c'est que, en fait, c'est la même stratégie. Exactement. Que tu veux aller à 5 ou à 10, c'est la même stratégie. Exactement, tu ne vas pas agir différemment. Voilà, tu ne vas pas agir différemment. Parce que du coup, autant on disait sur le 100, ça veut dire que tu as un produit qui a un besoin, autant sur le 1 million, ça veut dire que tu as un marché. Tu vois. Et donc, ce qui te dit, peut-être que j'anticipe un peu, tu vas revenir, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que dit que quand tu atteins 1 million, en fait, dans son point de vue, de son analyse, il a interviewé des centaines de chefs d'entreprise, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à 10. C'est juste qu'il y a une certaine méthodologie. En fait, il n'y a aucune raison extérieure. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'en fait, il y a des raisons à comment tu gères ta boîte qui fait que tu restes là. Oui. Mais en gros, il n'y a aucune raison extérieure. Exactement. Il n'y a rien qui justifie qu'un entrepreneur qui fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires n'arrive pas à 10 millions un jour, si ce n'est des raisons internes à lui et à sa société. Exactement. Ce n'est pas... Et donc, l'idée, c'est de se focus sur ces raisons internes qui passent par plusieurs choses. Mais en soi, toi, sans même rentrer dans le détail, on peut comprendre la logique de ce raisonnement-là. Parce que 1 million, c'est pas rien. Tu as dû te battre. Tu as dû faire maintes et maintes fois un exercice pour convaincre ta clientèle. Exactement. Pour convaincre des partenaires. À 1 million, tu as forcément un réseau de partenaires établi, etc. Donc, maintenant, c'est la responsabilité du dirigeant de pouvoir, tout ce qu'il a emmagasiné, tout ce qu'il a appris, pouvoir maintenant faire en sorte de partager ce savoir et le répliquer, que ça soit dans le même pays ou ailleurs, etc. Et c'est là, en fait, où le game il change. Et c'est là où tu vas retrouver même beaucoup d'entrepreneurs qui veulent absolument, qui veulent aller sur 10 millions, mais qui n'ont ni peut-être la capacité technique, ni la volonté de se poser et dire, voilà, je vais mettre par écrit tout ce que je sais pour que d'autres puissent le répliquer. Ouais, c'est ça. Et au lieu de ça, parfois, tu fais beaucoup de mauvais recrutements. Mais tu continues à faire ce que tu faisais avant. Souvent, c'est ça le pire, souvent, ce qu'il dit dans le truc qui m'a marqué, moi, c'est qu'il disait, en fait, les raisons qui ont fait que tu es arrivé jusqu'à 1 million ne sont pas les raisons que tu vas faire qu'arriver jusqu'à 10. C'est ça. Et si tu restes dans la même façon de faire, tu vas pas y arriver. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, on dirait la même chose pour les raisons pour lesquelles tu arrives à 100 ? Est-ce que tu arrives à 1 million ? Oui. Parce que moi, je suis convaincu. Là, c'est pratiquement les mêmes quand même. Non, la différence, je trouve beaucoup, moi en tout cas, pour avoir beaucoup de vues d'entrepreneurs qui restent à 100 et qui n'arrivent pas à 1 million, moi j'ai remarqué il y a un gros truc quand même qui est très très différent. De 0 à 100, c'est vraiment ta capacité personnelle à, je pense, convaincre et délivrer. C'est vraiment, toi tu sais exécuter, convaincre, délivrer. Franchement, de 100 à 1, il y a un truc que moi j'ai remarqué que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, c'est à quel point tu as une vision unique et une conviction unique sur ton marché. En fait, il faut que toi, tu réussisses à... Et c'est là où tu dois recruter un peu des gens, mais surtout, il faut que tu proposes quelque chose de différenciant. En fait, tu peux, de 0 à 100, faire un truc que plein de gens copient ou imitable. Mais pour arriver à 1 million, souvent, il faut que tu aies une vision, je sais pas, une exécution unique. Limite que tu aies un produit ou une façon de faire ou un positionnement clair.
Et ça, c'est très différent parce qu'en fait, ça ne demande pas les mêmes compétences. Par exemple, je trouve que beaucoup de bons dirigeants et beaucoup de bons employés n'arrivent pas à devenir entrepreneurs parce qu'ils bloquent à ce moment-là. Ils savent faire, mais ils n'arrivent pas à comprendre le marché. À se sortir de juste je fais le taf, à comprendre qu'est-ce que mes clients en fait veulent en vrai, qu'est-ce que mes concurrents font en fait qu'ils ne font pas bien et sur lequel je peux aller. En tout cas, moi, mon sentiment, c'est ça. Sur 1 million, c'est aussi, surtout, il y a un autre truc qui est vrai pour moi. À 1 million, en tout cas pour nous, c'est très vrai, c'est il a fallu que tu ailles chercher un problème que tu n'étais pas prêt à faire initialement. En général, tu commences avec une conviction. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est même pas du pivot. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu dois te positionner de manière plus large sur la chaîne de valeur. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire, nous, par exemple, dans notre domaine, le client, il va avoir quoi? Il va avoir un problématique, il va remarquer un comportement de sa cible, il va l'analyser, puis il va dire comment y répondre, puis il va faire un brief, puis il va recruter une agence, puis il va délivrer, etc. Et, tout. Et si tu interviens, en général, quand tu commences, tu interviens à une étape de son process. Et donc, plus tu te développes, plus tu dois être en capacité d'intervenir à d'autres étapes. Donc, peut-être que tu vas créer un service d'études de marché parce que tu sais que les clients, avant de t'appeler, ils font ça d'abord. Donc, ou alors, il y a aussi l'après. Donc, nous, ça va être par exemple l'amplification. Oui. Et c'est là où on va passer de faire juste du contenu à faire de l'influence marketing. Parce qu'en fait, avant, je vous vendais que du contenu. Et maintenant, en fait, ce contenu-là, je vais l'amplifier avec mon réseau d'influence. OK, parfait. Donc, tu augmentes ton panier moyen. Effectivement. Donc, je suis totalement d'accord sur le fait que on va dire que 0 à 100, tu as trouvé ta porte d'entrée. Exact. Voilà. C'est ça. Et de 100 millions, maintenant, tu fais le tour de la maison, quoi. Tu commences à faire le tour. Tu commences à regarder les pièces. Tu dévalises la maison, en fait. Ouais, non, voilà. Il faut que au moins tu la connaisses bien. Il faut que tu saches ici, là, c'est là où il range ça, c'est là où ça se passe. Exactement. Tu rentres dans la tête de ton client et pour moi de l'industrie même, parce qu'en fait, des fois, ton client lui-même, en fait, il a un autre partenaire qui fait ça pour lui et il pense même pas que tu peux le faire. Exactement, oui. C'est même pas un truc. Nous, c'est ça le shipping. C'est ce qui s'est passé quand on a commencé la marketplace et qu'on s'est dit, OK, bon, on est profitable sur la marketplace. Mais tout le monde nous dit, il faut faire plus gros. Où est-ce qu'il y a plus gros? Tu regardes, tu te rends compte qu'en fait, là où les gens souffrent le plus, là où ils mettent le plus d'argent, c'est le shipping. C'est pas trouver des clients. Mais eux-mêmes ne pensaient pas qu'on allait pouvoir faire quelque chose pour le shipping. Ils sont pas venus nous voir en disant j'ai des problèmes de shipping. Non. Il a fallu aller les chercher, aller convaincre DHL dans chacun des pays, aller voir les concurrents de DHL pour se rendre compte. C'est pour ça que DHL, tout le monde va chez eux, parce qu'en fait, les autres sont comme ça. C'est ça qui est la partie technique, je pense. Et à pas confondre avec ce que certains vont qualifier soit de dispersion ou de diversification. Parce que c'est de la diversification, mais vraiment purement stratégique. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de remettre en cause ton organisation. Parce que certains vont dire, puisqu'on fait... je sais pas moi, je suis en train de vendre à des cadres. Je sais que ça peut aussi intéresser des nouveaux salariés. Enfin bref, je change de cible, etc. C'est encore autre chose. Je prends notre exemple. Par exemple, à un moment donné, c'est dit, d'ailleurs, on continue à travailler dans ce sens-là, mais on s'est dit qu'il y a aussi une offre à faire totalement différente, bien sûr, mais vu nos moyens de production, pour les entrepreneurs, pour les podcasteurs, etc. Et tout. Mais je pense que d'ailleurs, c'est le moment où je t'interromps pour on va mettre un petit lien, je pense, Kai, pour demander aux gens, les entrepreneurs qui veulent qu'on les aide à passer à des niveaux supérieurs, on va mettre un petit lien. Exactement. Pour qu'ils nous le disent, et y compris les gens de la tribu ou hors de la tribu, parce que par contre, ça demande un travail plus régulier et un suivi régulier. Et des fois, les gens appellent ça du mentorat, des gens appellent ça du truc, ils attendent ça de nous, mais en fait, je pense qu'avant, aujourd'hui, on n'a jamais formalisé les sujets et les niveaux. Donc, je pense que c'est l'occasion pour les gens qui veulent, on va mettre un petit lien. Si ça les intéresse, let's go. Ouais, on a besoin qu'ils répondent aux différentes questions, aux petits sondages. Et ce que je disais, c'est que, tu vois, quand on a commencé à vouloir toucher puisque nous, on a un historique où on travaille avec des grands groupes. Ouais, toi, quand on a voulu commencer à travailler avec des petites entreprises ou entrepreneurs, on s'est rendu compte que c'est un autre monde. Là où on pensait que c'était plus facile dans la décision, on s'est rendu compte que parfois, il faut que je demande à mon épouse. Exactement. En fait, c'est pas aussi clair le processus de décision. Oui, donc du coup,
tu penses, tu vois, donc ça, c'est ce que certains vont appeler, ça peut être un défocus. C'est pas de cette diversification dont on parle, tu vois, de 100 000 à 1 million. Ce dont on parle, c'est un changement qui vous demande pas non plus trop d'efforts, de réorganisation de votre équipe. C'est juste, tu vas aller saisir une opportunité dans la chaîne de valeur de ton client. C'est, pour prendre un autre exemple, de ton si business, tu as un restaurant. Ouais, exactement. Non, le meilleur exemple, c'est quand tu as un bar, vous voyez bien que quand ça marche bien le bar, bon, on rajoute un petit menu food. Un petit truc à grignoter d'abord, voilà. Et puis après on y va. Voilà, j'ai pas envie que le gars parte chez le voisin. Exactement. Manger, tu vois. Tu captes ce business-là. Part chez Hélène où ils travaillent tous. C'est un groupe commun. Non, t'as grave raison. Mais c'est intéressant parce que vraiment, je pense que peu de gens parlent de ces moments-là techniques où c'est vraiment important parce que ce que tu décris, je pense que beaucoup de gens ils se disent mais est-ce que je me défocus pas, est-ce que c'est un pivot, est-ce que non, c'est en général, moi j'ai beaucoup aimé une heuristique qui est vraie, qui nous a beaucoup aidé moi. C'est mon investisseur de l'époque, Hervé, qui du coup a vendu 2 boîtes. Il m'a dit en fait, ce qui fait que c'est un pivot et que c'est pertinent, c'est que tu t'appuies sur ta jambe forte. Tu ne bouges pas tes 2 jambes. Il dit en fait, si c'est... Ah oui, c'est une bonne... Voilà, en fait, il faut s'ancrer sur quelque chose. Quand tu veux développer ton entreprise, il faut choisir sur quoi tu t'ancres. Tu ne peux pas changer tout en même temps. Tu ne peux pas faire un complètement différent business ou un complètement différent set de clients. Il faut que tu choisisses sur une de tes forces. Et ça demande aussi, encore une fois, une self-awareness, c'est de savoir c'est quoi ta force. Nous, je sais que c'est vraiment notre côté panafricain. Quand je me suis dit, en fait, ce qui nous est vraiment particulier chez la marketplace, c'est qu'on a vraiment des vendeurs dans tous les pays. Et c'est ça qui nous a permis d'aller dans différents pays et de pouvoir convaincre là où personne n'arrive à convaincre parce que tout le monde venait parler qu'à un pays. Nous, on a pu avoir des deals uniques parce qu'on a su s'appuyer sur une masse de vendeurs dans toute l'Afrique. Quand tu parles de 46 pays africains, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune startup, peu importe leur montant de levée, qui a autant de pays où ils ont des vendeurs que nous. Donc ça, c'est pas un truc... Enfin, tu le referais comme ça? Alors, ça a des gros inconvénients parce que du coup, tu n'es pas aussi profond. C'est très dur. Parce que tu es très, très shallow dans chacun des pays. Tu ne peux pas forcément développer. Je pense que si je le faisais à l'avenir, je ne le ferais pas d'un coup. Mais il s'avère qu'on a commencé comme ça avec la marketplace. On a commencé dans un monde très, très réseaux sociaux driven. Donc, on était vraiment automatiquement large. Mais c'est donc ça que je veux dire. Après, c'est comme tu dirais, c'est avec le recul, je le referai pas forcément comme ça demain. Mais c'est comme ça qu'on a choisi de se dire, ok, le shipping, on pense qu'on peut y aller. C'était ça, oui. Et puis vous étiez ancré sur quelque chose. Nous, moi, l'élément sur lequel j'ai vraiment pas fait de compromis dans cette période-là à l'époque, c'est vraiment, on prend des briefs pour le digital. Ah, tu prenais pas les trucs, tous les autres briefs de com qui traînent dans la ville. Non, parce que pourtant, je sais. Il y a de l'argent là-bas aussi. Oui, il y a de l'argent là-bas ici. Mais je voyais, et chaque fois, je voyais des acteurs du marché, ils commencent digital, bam, ils bifurquent, tu vois, après, ils font événements, ils font trucs. J'ai dit, non, sur le long terme, il faut qu'il y ait cette étiquette. Aujourd'hui, on travaille sur des marques où on est un peu plus 360, etc. Mais ces clients savent qu'on a une forte ADN digitale. Toujours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. En fait, notre pari, c'était que en 2018, encore ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passait en termes de communication? Ils faisaient la communication offline et après, on déclinait sur le digital. Et le pari, en fait, c'était de se dire, nous, ce qu'on vous dit, c'est que d'ici 5 ans, vous allez commencer par le digital. Et après décliner. Et après, vous allez décliner. Et ça, c'était contre-intuitif. C'était contre-intuitif, mais là où j'étais très surpris, il y a le DG d'un client avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, qui m'a ressorti ça. Ah, qui s'est rappelé de ça, que tu as dit ça? Qui s'est rappelé de ça. Et que du coup, il dit, je trouve que tu as été très visionnaire. Enfin, c'est là que tu vois les niveaux des DG, parce que avant ça, on n'avait pas tant parlé que ça. Exactement. Mais il se souvenait de ça. Je me souviens qu'effectivement, quand on a été à la phase finale du pitch, avant de valider, il y a eu un passage devant des personnes du CODIR, devant le DG. Et il s'est souvenu de ça, tu vois. Et donc, c'est ça qu'on appelle un point fort. Un vrai point fort. Les gens, des fois, ils ne savent pas dire c'est comme un point fort. Sur son marché, quoi. Et que les autres, d'ailleurs, même je suis sûr qu'à l'époque, les autres devaient te trouver, comme tu disais, bizarre de faire ça. Les autres communicants devaient se dire, bon, ils peuvent entendre tes arguments, mais ils n'auront pas la conviction et l'action. Mais la chance, c'est que les clients
avait quand même cette certitude. Il ne savait pas quand ça allait arriver, mais il savait que le shift allait arriver. Et l'autre chance, c'est qu'un client qui est dans le... L'autre opportunité, dis pas chance. 360 ouais, t'as quand même bien et qui prend des sous en faisant des panneaux, etc. Bien sûr, il se dit le digital, c'est important, mais ça ne peut plus être sa priorité. En fait, c'est trop tard. Il fait déjà des sous. Ouais, il a déjà tout. Etc. Donc, le temps qu'il s'organise, tu vois, tu peux avancer. Donc, ça, c'était vraiment important, comme tu dis, cette jambe forte. Ouais. Et après, tu navigues. Et c'est ce qui a fait que, forcément, on s'est retrouvé rapidement à avoir une limite sur un ou deux pays. On s'est dit, c'est pas grave. On va sur d'autres pays. C'est comme ça qu'on a ouvert dans d'autres pays. Parce que, en fait, c'était soit, quand tu veux grossir, c'était soit tu fais autre chose que ce que tu faisais au départ. Donc, tu ne fais pas que du digital. Ouais, je comprends. Soit tu continues de faire du digital, mais tu vas sur d'autres pays. Ouais, je comprends maintenant quand tu es arrivé à ça, effectivement. Ouais. Et par contre, il y a un autre aspect sur cette partie de 100 000 à 1 million dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas si ça a été ton cas, mais ça peut être peut-être le cas de certains qui nous écoutent. C'est tout simplement l'augmentation de prix. Bon, tu ne passes pas de 100 000 à 1 million juste en augmentant le prix. Non, impossible. Mais je veux dire, est-ce que c'est à cette phase-là? Tu changes ton business model aussi, c'est vrai. Parce que nous, c'est là on a rentré l'abonnement, on a quand même fait des trucs. Ça va avec ce que tu décris. Tu cherches des trucs plus récurrents, peut-être? Aussi, et puis surtout, tu te rends compte qu'en fait, à un moment, comme tu dis, quand tu comprends les habitudes, le portefeuille de dépenses de tes clients, tu comprends qu'en fait, tu ne peux pas ne venir que, par exemple, sur la transaction, nous, c'était que quand tu ramenais des clients. Tu comprenais qu'en fait, la réalité, c'est que des fois, ils font pas ce que toi, tu leur ramènes parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Et tu te dis, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose qui marche sur l'ensemble de leur activité. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est assez dur à comprendre pour les gens. Et c'est vrai que tu as raison parce que quand je t'écoute, je me rends compte, les gens vont se dire, mais en fait, est-ce que quand on a fini de dire tout ça, ils ont besoin encore d'un accompagnement? Mais c'est juste, c'est marrant. Mais en fait, ça me fait... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup de gens pensent que le tout, c'est d'avoir l'information. Ah oui, non. Et chaque entreprise est différente. Il faut du contexte. Non. Exactement. Et il faut que tu te plantes. C'est bien. Sinon, merci de le dire. Oui, non, mais c'est bien. Sinon tu vois, tu vas passer... Et il faut que tu écoutes. Il faut que tu te plantes et il faut que tu écoutes des gens qui te diront avec du recul. Tu vois, même là, tu as cité des gens. En fait, on a tous cité toi et moi, on a cité tous les deux des gens qui nous ont fait tiens, fais attention à ça. Mais beaucoup d'entrepreneurs, leur problème, des fois, c'est qu'ils n'arrivent pas à écouter. Ils n'arrivent pas. Ouais. Et en fait, ton client va te dire indirectement sur quel autre problème tu peux l'aider, quels sont ses autres points de douleur. Et alors, tu ne pourras pas l'accompagner sur tous, mais il y en a forcément un où tu peux. Et l'erreur, en fait, c'est de dire, si on reprend l'exemple du bar, tu vois, c'est que j'ai un bar, donc, tiens, en fait, je vais aussi rajouter du thé ou du café. Parce qu'il pourrait avoir envie de café. C'est-à-dire que c'est toi qui décides. Ex nihilo, tu te dis, vas-y, why not? Pourrait avoir besoin de trucs. Et ça, j'entends souvent des jeunes entrepreneurs, quand ils veulent pitcher dans l'enthousiasme, ils disent, là, on commence par ça, et après, on va faire ça, et après, on va lancer tel produit. Mais je dis, mais en fait, sur quoi tu te bases pour savoir que c'est ça que les clients veulent, en fait, toi. C'est exactement ça. Souvent, c'est eux. Le pire, c'est quand l'entrepreneur croit qu'il est le client. Ah, ouf. Ça, c'est le pire pour un entrepreneur. Et on est tous passés par là à un certain niveau. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un domaine où je n'étais pas un client à la base. Et autant j'aime bien la mode, autant je ne suis pas un modeux. Mais beaucoup d'entrepreneurs dans mon domaine... tu t'appelles le modeux, non? Alors Mais beaucoup d'entrepreneurs que je connais dans notre industrie, en tout cas, moi, énormément d'entrepreneurs, quand je leur ai parlé des concurrents, je reconnaissais tout de suite le fait qu'en fait, ils s'écoutaient que eux. Ils disaient, moi, je pense que ce vendeur-là doit être celui qui est vendu. Moi, je pense que la mode africaine, c'est telle marque. Moi, je pense que le wax, c'est pas africain. Tu vois, il y a des gens à des convictions qui vont jusqu'à l'action. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est pas tout d'écouter ton client. Moi, je dis surtout, regarde, ton client va te montrer. Même s'il ne te dit pas, regarde les actions. Tu regardes ce que les gens font. Pas ce qu'ils disent même. Les actions, là où ils mettent leur argent, c'est ça qui est la vérité. C'est pas ton opinion, ton avis. La vérité dans le business est là où est l'argent et le temps des gens. Et parfois c'est juste le client ne sait pas forcément exprimer. Donc, comme tu dis, il faut avoir ce don d'écouter. On a eu un sujet, nous, récemment, où le client, on lui a remis un tournage vidéo. Et le client, son feedback, c'était en fait,
on voudrait que les personnes vidéo soient plus spontanées, sachant que c'est pas des acteurs, et que ça soit, on s'attendait à ce que ça soit plus spontané, voilà, plus de spontanéité, etc. Mais là, je suis vraiment intervenu auprès des équipes en disant, quand ils vous disent spontané, là, n'allez pas juste dire aux gens qui viennent sur le tournage, soyez plus spontanés. Non, ça marche pas. N'oubliez pas, on est des communicants. Exactement. En fait, la spontanéité dans la com, des gens qui n'ont jamais été devant la caméra, ça n'existe pas. Ce qu'ils veulent dire quand ils disent on veut de la spontanéité, on veut que ça paraisse spontané. Exactement, que ça ait l'air. Vous allez coacher ces gens-là, en fait. Tu vois, vous allez les coacher. C'est comme à la grande mode des micro-trottoirs. Quand des micro-trottoirs pour les marques, mais à aucun moment c'est des gens, désolé pour ceux qui y croient, mais c'est pas des gens qu'on croise comme ça. Par hasard, dans le micro-trottoir. Tout d'un coup, il fait une blague, etc. Ça, pour avoir ça, il faut en faire 100. Alors. Exactement. Donc, tu coaches. En général, tu pars d'un truc vrai, tu vois ce qu'il dit, puis après, tu vas le revoir. Je vais allumer la caméra, mais ce serait bien que tu le dises, tu vois, en faisant un petit saut, etc. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il le fait, tu vois. Donc, il faut ressentir. Mais même le micro-trottoir, tu te dis, c'est un exercice qui est travaillé. Mais les gens ne savent pas. Ah oui, non. Franchement, c'est pour ça que j'admire ceux qui font les pranks là, parce que eux, apparemment, ils en font 500 pour avoir les bonnes réactions. Ils se font tabasser. Ils se font pourchasser. Tu vois, donc c'est ça. Et donc le client parfois va exprimer quelque chose, mais à un moment donné, tu connaîtras suffisamment ta chose, parce que on l'a pas dit, mais il faut être bon dans ton domaine, c'est mieux. C'est un peu ça qui explique que tu arrives dans les 4%. Hein. En fait, c'est pas compliqué. C'est ce que tu viens de résumer, c'est ça. C'est ça. Tu arrives dans les 4% quand tu es 4% meilleur que les autres à ces choses-là. Parce que la plupart des gens, c'est extrêmement dur pour eux d'être vraiment quelqu'un d'objectif, d'être vraiment quelqu'un au service. C'est vraiment pour eux quelqu'un d'exécuter et de refaire, comme tu dis, d'être exigeant. Toutes ces grandes valeurs dont on parle, toutes ces grandes vertus, c'est dans l'action qu'elles se voient. Et c'est intéressant parce que du coup, même quand tu dis tout ça, je comprends maintenant en fait pourquoi, en fait, les gens ont des fois ne croisent pas des gens qui peuvent les évaluer comme ça. Parce qu'en fait, tu croises difficilement d'autres gens qui sont les 4%, qui peuvent te dire, non, en fait, frère, j'ai déjà fait ça. Je te dis, crois-moi. C'est pas ce que tu es en train de faire là. C'est pas ce que tu crois. Donc non, écoute, ça me donne envie de vraiment faire ce truc. Si on fait l'offre tribu level up, on va appeler ça level up. Il faudrait que ça soit par level. Aussi. Parce que pour moi, c'est ça en fait. Les groupes doivent être par level parce que vous avez des problèmes similaires. Et en plus, c'est un peu comme tu avais décrit dans un podcast, tu avais expliqué l'histoire de, tu sais, les trucs où les gens se réunissaient et parlaient des mêmes problèmes. Oui. Parce que le problème que tu as eu là, quelqu'un d'autre l'a eu. Tu ne peux pas être seul à avoir des problèmes, à trouver un comptable, tout le monde passe par là. Bien sûr. Trouver ta banque. L'autre jour, quelqu'un nous a écrit parce qu'elle voulait un truc pareil, une banque. Enfin, tout le monde est passé par là. Exactement. Et surtout ceux qui ont réussi, ils t'éviteront toutes leurs erreurs de te dire non, en fait, prends pas cette banque-là parce que tu crois que, mais en fait, celle-là va te régler ça. Fais plutôt ci, regarde là, prends ce contact. Il y a rarement des problèmes uniques. Le seul problème que vous aurez, c'est articuler votre problème parfois. Ah, ça, c'est très dur. Comme tu dis, la qualité des questions, tu reviens à la même truc. Exactement. Non, ça mériterait d'être dans les piliers, ça. De 0 à 1. Ouais. De 100 à 1. De 100 à 1. Bon, après, le 1 à 10, comme il a expliqué, hein, on peut reprendre. Attends, j'ai juste allé prendre de l'eau moi en même temps. De 1 à 10, ce qu'il a dit. Hop, petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme Skool. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout, ce n'est pas qu'une plateforme.
Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode. Vous aussi à la maison, allez prendre un peu d'eau parce qu'on a fini de 0 à 1 million là. Non, t'as 1 à 10. Là, on t'a 1 à 10. Let's go. Donc, posez-vous. Vas-y. Answer to this challenge. Alors, lui, il parle carrément d'un framework. D'un framework. Ouais, en 6 parties. Je me souviens où il explique pour passer de 1 à 10, il y a vraiment un travail effectivement qui est pas facile, surtout au niveau de l'expérience client. Ouais, il y a d'abord un alignement sur le positionnement. Alors ça, c'est le positionnement. Alors, vous allez avoir l'impression qu'on parle du B à bas pour certains, mais il est catégorique. La première chose, c'est vraiment les fondamentaux. Et en fait, je le dis un peu avec tristesse dans ma voix parce que je sais que certains vont dire « Oui, mais bon, ça on sait... c'est quoi la suite ?» Mon ami. Tu vois. Mais c'est dans ça, nous-mêmes, on est tous les jours. En fait, il faut leur dire, nous-mêmes, tous les jours, là, on doit revenir on doit se dire, bon, attends, c'était quoi déjà quoi déjà la peine de mon client? C'est quoi déjà qu'on veut résoudre? Which problem do you solve? Shout out to voilà. ETS. Exactement. Which problem do you solve for your customer? Is the problem good to solve or need to solve? Ouais. Est-ce que c'est un problème important ou c'est un problème qui est marginal ou... Ça, c'est important aussi. Ça, c'est un truc, j'avoue, beaucoup de gens aussi ont du mal dans cette partie-là. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que parce qu'ils voient un problème comme étant significatif, c'est un problème important. Ou bien parce qu'ils voient un problème fréquemment, ils pensent que c'est un problème important. Alors qu'en fait, souvent pour le client, c'est juste un problème marginal. Par rapport à ses autres problèmes, celui-là est marginal. Donc même s'il lui arrive tout le temps, il peut faire avec. Et peut-être que ce problème était important il y a 2 ans, mais ne l'est plus forcément. Donc pour faire court, c'est à quel problème vous vous adressez? Est-ce que c'est un bon problème à résoudre? Comment est-ce que vous allez le résoudre? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la manière que vous aurez de le résoudre? Et est-ce que vous avez des preuves que votre solution fonctionne? Ah, ça, c'est très important aussi, les preuves. Parce qu'en fait, les gens, il faut tester. Avant d'aller te balader et dire à tous les clients, je peux faire, il faut prouver que tu peux le faire. C'est ça. Et donc, la recommandation pour faire cet exercice, c'est de connecter avec ses prospects, avec ses clients. Ouais. D'ailleurs, il a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il dit traite tes prospects comme des clients et traite tes clients comme des prospects. Oh, c'est très beau ça. Ça, c'est très fort parce que... Parce qu'en fait, c'est la clé. Tu as l'acquisition et puis tu as la rétention. Que tout le monde néglige. Que tout le monde néglige. Alors, quand tu dépasses la barre de 1 million, la rétention, elle est fondamentale. Sinon, tu t'épuises. Ouais. Tu vas monter et puis de l'autre côté, tu descends. Exactement. Donc, forcément, en termes de complexité, en termes de process, en termes d'organisation, en termes d'équipe, c'est plus lourd. Ouais. Parce que maintenant, tu as tout un tas de clients que tu dois garder. Et c'est un boulot. Voilà. Et tu n'avais pas ça quand tu étais à 200 000. C'est ça. C'était pas un sujet, il fallait juste en avoir de nouveaux. Tes clients là, vous écrivez sur WhatsApp, tu vois. Vous gérez. Voilà, il fallait juste avoir des nouveaux. Exactement. Maintenant, tu dois avoir des nouveaux et retenir les anciens. Ouais, c'est pour ça que même dans la boîte, idéalement, il faudrait quelqu'un dont c'est le boulot, qui n'est pas quelqu'un dont c'est le boulot d'acquérir. Qui soit en charge de... Nous, on a créé, on a fait une réorganisation il y a 3 ans, on a créé un pôle Customer Success. C'est ça. Et à l'intérieur, le principal indicateur qui est regardé, c'est le Net Promoted Score. D'ailleurs, il en parle. Et donc, ça vous permet de voir... c'est un outil assez générique. Net Promoted Score, c'est très connu. Mais il vous permettra de voir parmi vos clients qui serait prêt demain à vous recommander. Exactement. Et qui au contraire, ne vous recommanderait pas. Mais le pire dans le Net Promoted Score, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice, c'est que c'est fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de neutre. Exactement. C'est-à-dire que le neutre s'annule. Voilà. Et ils ont fait un truc, moi je trouve c'est très bien, c'est tu enlèves les détracteurs aux promoteurs.
pour avoir ton NPS. Ouais. Oui. Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Pour acquérir des nouveaux clients ou même garder ses clients, ce n'est pas tout que tu es des promoteurs. Il faut aussi que tu n'es pas des détracteurs, parce que les détracteurs, ils font plus de bruit que les contents. Et partout dans le monde, tes clients contents te feront jamais la même promo que ceux qui sont mécontents. En fait, ça va pas s'équilibrer. Les clients mécontents vont faire beaucoup plus de bruit. Les clients contents, le plus souvent, ils vont pas tous les jours dire ouais, en fait, sa solution est géniale. S'ils sont contents, ils vont peut-être le recommander à quelqu'un qui leur demande ou quelqu'un qui a le problème, mais ils vont pas tous les jours dire que c'est génial. Souvent, les gens mécontents, par contre, eux, c'est un vrai problème. Et ils vont te pourrir. Y compris auprès de potentiels clients. Donc c'est très très dur. Le Net Promoter Score est un super outil que je recommande d'utiliser. Et surtout, le point, c'est que ça, idéalement, si tu peux réussir à faire en sorte que les gens te le donnent au bon moment. Alors ça, les gens en parlent très peu. Mais le Net Promoter Score, c'est aussi une question de quand tu le récupères. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils le disent dans l'article, il faut le mettre en place le plus tôt possible. Exactement. Ça, il n'y a pas de sujet, le plus tôt possible. En parler aux clients sur ta méthode de... Mais en gros, il parle beaucoup de la data de manière générale. Exactement. C'est-à-dire quel est ton taux de conversion, quel est ton taux de rétention, quel est... voilà, tous ces éléments-là qui, en fait, finalement, tu peux mettre en place avant. Là, il te dit juste que c'est la clé pour aller plus loin. Mais c'est des choses que tu peux mettre en place même si tu es dans le niveau inférieur finalement. Exactement, non, c'est sûr. Après, je pense que c'est une question d'énergie. Tu mets à ton niveau l'énergie sur les trucs de ton niveau qui te permet d'arriver au niveau supérieur avant d'arriver au ceux d'après. Mais c'est sûr qu'il faut... Moi, je pense qu'il est bien, c'est le rappel. C'est ça que je sais bien qu'on mette l'article au final. Hein, c'est gratuit, c'est là. Que les gens puissent aller regarder. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a intrigué, c'est quand tu vois ce qu'il explique, tu te rends compte qu'en fait, waouh. En fait, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est constant, c'est un travail constant en fait. Ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. On est toujours dans un même truc et du coup... Il y a l'alignement et puis après la connexion avec le prospect. Ça, on en a parlé. Il y a un travail à faire sur la réduction de la friction. Ah oui, c'est très important ça. Très start-up, mais qui est assez facile à comprendre. Je pense que tout le monde a entendu parler des 3 clics pour faire un achat sur un site e-commerce. L'idée, c'est posez-vous la question, essayez de vivre l'expérience client. Est-ce que c'est si facile que ça d'acheter votre service? et tu serais surpris. Enfin, il faut vraiment vous dire que non seulement c'est dur de prendre 1 franc à quelqu'un, mais voilà, si en plus vous lui compliquez la tâche pour faire l'achat, c'est encore plus compliqué. Il faut vraiment que ça soit le plus facile possible. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui sur le continent le boom de WhatsApp, du business via WhatsApp, via Facebook et ce genre de choses. Donc, non, mais surtout, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a fait marrer dans son truc, c'est qu'il dit un truc que en startup, il y a un concept pour ça qu'on appelle le Eat Your Own Dog Food. Il faut que tu manges ta propre viande de chien. Parce qu'en fait, c'est vrai que très peu de start-upers ont tendance à revivre l'expérience comme un nouveau client. En fait, tu l'as fait une fois. En général, tu as oublié des années après. Mais en fait, des fois, ça n'a même plus rien à voir avec aujourd'hui, comment ça se passe. Et souvent, c'est un exercice qui est recommandé, c'est de repartir du blank state. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne connais rien et que tu es juste un client lambda? Genre, t'aimes des gens qui font un truc, là, invité mystère, là, où tu prends quelqu'un, client mystère, qui vit l'expérience de client chez toi et qui vient te dire, en fait, ça, c'était chiant, ça, j'ai pas aimé, nanana. Et bon, après, des fois, l'idéal aussi, en Afrique, ce que j'ai remarqué, les gens font plus, c'est des fois, ils envoient des amis ou de la famille dans leur boîte, sans dire. Ah ouais, bon, moi, j'ai déjà vu ça. Et ça marche bien, ça. Hein, parce que tes employés, quand tu es là, ils sont pas pareils que quand tu n'es pas là. Hein. Ça, c'est un truc qui est important. C'est de temps en temps, tu envoies tes gens vérifier. Après, je pense qu'il fait la même chose dans l'autre sens aussi. Hein. Il fait la même chose pour tes clients quand ils veulent te contacter ou quand ils veulent utiliser tes services. Aujourd'hui, est-ce que c'est clair pour quelqu'un qui n'a pas utilisé depuis peut-être 1 mois ton service, qui il doit appeler, comment faire s'il y a un problème, qu'est-ce qui doit se passer, etc. Exactement. Surtout qu'entre-temps, tu peux avoir des employés qui sont partis. Tu sais, nous, ça nous est arrivé des fois qu'en fait, juste, il y a un email qu'on a changé à un endroit, on ne s'est pas rendu compte, et les gens, du coup, nous écrivent encore sur l'ancien email. Non, tu vois, ça, c'est la life d'entrepreneur. Tu sais, des fois, tu fais, oh merde, j'ai oublié ce truc. C'est des détails, mais qui, en fait, foutent en l'air l'expérience de ton client. Ouais. Parce que toi, un jour, tu as eu un problème là, tu as dû faire un truc, tu as oublié de prévenir tout le monde et c'est fini. C'est ça. Il y a un élément aussi, je pense, qui est capital, qui va vous intéresser sur ce grand défi de la croissance. C'est le rôle
finalement, on en a parlé au début, on peut finir par ça, c'est vraiment le rôle du dirigeant dans cette croissance. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on arrive de 0 à 100, de 100 à 1 million, allez, 80 à 90% du business est réalisé par une personne. Ah oui, c'est vrai, c'est toi. De manière directe ou indirecte. C'est vrai, c'est toi. Ouais. De 0 à 100 000, c'est parce que c'est toi. Et de 100 millions, c'est tu as créé un réseau, tu as développé, tu as bâti un truc. Et donc, on s'appuie, on tire sur le réseau du boss. On tire sur le réseau du boss. Exactement. Tu l'étends. Ouais. Et à un moment donné, tu as atteint ta limite. Tu as atteint ta limite. Et c'est super intéressant parce qu'il dit que, bien sûr, il prend ses chiffres de 0 à 100, de 100 à 1, de 1 à 10. Mais en vrai, la vraie limite qui compte, c'est celle-là. Oui. C'est jusqu'où tu peux arriver de manière organique, tu vois, sans une équipe plus grande, etc., structurée, jusqu'où tu peux exploiter toute la force, toute la capacité, compétence, le réseau que toi tu as. Et c'est un très, très, très important point, parce qu'en fait, je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent même pas compte, ils n'évaluent même pas ça. Par exemple, il dit d'ailleurs que c'est ce qui explique pourquoi certains entrepreneurs, dans des domaines, comme ils étaient déjà dans ces domaines-là, ils vont plus vite que les autres. C'est pour ça que le choix même du domaine dans lequel tu entreprends joue beaucoup, parce que tu as déjà souvent un réseau existant dans ce domaine. Oui. Tu vois, nous, par exemple, qui avons choisi de changer de pays, de rajouter... tu te compliques la vie, en vrai. Bien sûr. Parce que En fait, c'est une réalité dont on ne parle pas souvent aujourd'hui. C'est ce que je dis chaque fois pour Adicom. Adicom pourrait être gros si j'avais juste décidé de rester dans un pays. Chaque année. Oui, c'est vrai, tu dis ça. Une vision différente, tu suis ta vision, quoi. Exactement, mais ça, c'est un point que peu de gens reconnaissent, en fait. Et ça, tu as raison qu'ils le disent, parce que beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte qu'en fait, juste pourquoi ils arrivent plus, c'est parce qu'ils ont épuisé leurs ressources existantes. Exactement. Et c'est là qu'il y a des nouveaux process. La plupart se finissent peut-être en se faisant mal par s'en rendre compte, mais c'est la réponse maintenant à cette problématique qui devient intéressante. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Je pense que tout le monde fait. Je veux recruter des commerciaux. Et là, tu te rends compte que commercial, tu l'as recruté parce qu'il est éloquent, mais il ne te ramène pas forcément des nouveaux clients. Ou alors, tu as l'inverse. Tu as parfois des personnes qui ont un bon réseau. Exactement. Donc, tu le prends parce qu'il a un super réseau. Mais il connaît ces personnes, mais il ne sait pas forcément connecter avec elles. Et c'est là où moi, je suis vraiment en fait dans ça. Typiquement, tu vois. Voilà, tu veux naviguer, tu es, je sais pas, en dessous de 2 millions d'euros, etc. Mais concrètement, ma question, c'est oui, mais que je fasse 1,8, 2, 2, 2, 2, 2, 4, c'est 6. Comment je vais arriver à 5 là-bas ou à 10 là-bas, tu vois. Parce que je vois que là, je tire, tu vois. Je vais vraiment exploiter mon réseau, tu vois. À fond. Et donc, je me suis rendu compte, et même l'article là m'a aidé, parce que j'ai fait cette erreur. Je dis, il faut identifier des gens qui ont du réseau. Après, je me suis dit, il faut identifier des gens qui ont du bon... commercial. Commercial. Et je me suis rendu compte que c'est l'un et l'autre que je devais voir, en fait, revenir sur mon expérience et voir, en fait, qu'est-ce qui a fait la différence. Et en fait, la difficulté que j'ai identifiée, bon, encore une fois, en toute humilité, mais je pense qu'on fera un sujet sur le networking, sur le... c'est que, en fait, ma manière de connecter avec les gens est rare. C'est juste que je ne sais même pas comment l'expliquer, en fait. Tu vois. En fait, c'est ça. Donc, il faudrait que j'arrive à me poser pour, quelle que soit la personne qui m'accompagne sur le BizDev, pouvoir, en fait, les former sur ce sujet. Et c'est pas former... Enfin, leur expliquer les offres, il n'y a pas de souci. C'est pas la technique. Les secteurs, les pays, tout ça. C'est pas les fichiers, c'est pas la technique. Mais c'est ça. Mais s'intéresser aux personnes... C'est dur. Tu vois, je sais pas comment ça se passe dans les autres secteurs. Non, c'est pareil. En tout cas, tu vois, c'est vraiment ça la clé. Mais toi, est-ce que tu vas avoir ce problème-là, sachant que c'était le même. Oui, mais toi, tes clients, est-ce que c'est pas du relationnel? Si, mais la différence, c'est que la relation se joue au moment... Parce que chez nous, les gens venaient... C'est un modèle SaaS, quoi. Ouais, mais la SaaS, là où ça se joue souvent, c'est dans l'upsell. En fait, les gens viennent, par exemple, parce qu'ils veulent shipper, mais en fait, ils continuent à utiliser une solution de paiement qui ne marche pas à côté, alors que la tienne marche. Mais ils ne savent même pas, en fait, que ça résout leurs problèmes. Ou pire,
Nous, le gros sujet qu'on a eu, on a eu beaucoup de mal à se rendre compte que les gens qui sont bons au service client étaient incapables de pouvoir comprendre quel était le besoin du client au-delà du problème. Parce qu'en fait, c'est deux choses. Avoir un problème, avoir un besoin, c'est pas la même chose. Et des fois, ça s'interlape, mais des fois, c'est différent. Et le point principal pour nous, ça a été, et je me suis rendu compte, c'est d'ailleurs l'un de nos plus gros problèmes aujourd'hui, c'est comment parce qu'en fait, c'est ça qui façonne quelle offre et quel produit tu fais. Et donc là, je vais donner un outil pour s'il y a des salariés qui ont écouté jusqu'à maintenant, c'est un moment où c'est important. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ta boîte dépasse 1 million pour qu'elle aille à 10, ce qui fait que toi, le salarié, tu deviens un des dirigeants et que la boîte te valorise, c'est que tu es celui qui est capable de faire ce travail-là. De, en fait, reproduire le talent qu'avait eu le boss initial, mais en y ajoutant tes capacités. Donc, en fait, par exemple, moi, je sais que c'est très dur pour mes équipes quand je leur explique, OK, voilà comment je parle à un client et voilà comment, dans ce qu'il dit, je comprends qu'en fait, le besoin, c'est ça. Les employés chez nous qui ont le mieux performé, c'est ceux qui ont été capables de reproduire ça. Mais comme tu dis, il y a une part, ma limite à moi, à quel point j'arrive à bien le formaliser, bien l'expliquer, bien les outiller pour le faire. Ouais. Et après, à quel point eux, ils ont envie de le faire. Mais est-ce que tu as été jusqu'à faire des ateliers où j'ai rédigé des documents, je fais des ateliers. Jeux de rôle. J'ai même fait des... comment on appelle ça chez nous là on appelle ça des Genshi Gambutsu. C'est en fait où les employés venaient avec moi. En fait, ils étaient à côté de moi, ils écoutaient faire. Ouais. Et d'autres fois, c'était l'inverse. C'est eux qui faisaient et moi, j'écoutais. D'accord. Donc, tu fais en fait un peu... C'est du shadowing, ils appellent ça dans beaucoup de boîtes, où tu shadow. C'est consommateur en temps, mais hyper utile. Surtout, tu te rends compte en fait, d'un truc qui est très important, c'est que tu te rends compte que certains employés en fait, ne pourront juste jamais le faire. Parce que tu te rends vite compte de si quelqu'un, surtout quand c'est du feedback à chaud, est-ce qu'il voit de quoi il s'agit. Ouais. Et l'itération de l'appel, parce que nous, c'était vraiment, la personne fait un call avec un vendeur, je lui donne un feedback et il rappelle un autre vendeur. Ouais. Et tu vois tout de suite s'il y a des gens qui en fait, tout de suite comprennent et enchaînent. Et là, tu peux investir. Il y a des gens qui n'y arriveront jamais. Et je te parle, c'est ouf parce que c'est pas que dans le commercial ni que dans le marketing. Je veux vraiment qu'on insiste. Nous, on parle de choses même dans le produit. Chez les devs, il y avait des trucs qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Parce qu'ils ne comprenaient pas l'expérience que ça créait pour le client. Certains, tu leur disais, attends, mets-toi à la place du client et fais-le, tu vas voir que c'est relou. Et d'autres, directement, dès que tu leur expliquais, ah oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est le fait que ce soit pas comme ci ou pas comme ça, et ils corrigent. Ça veut dire qu'on est tous les deux dans une phase où il est crucial que tout le monde comprenne pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi ce qu'il fait, exactement. Enfin, le comment et le pourquoi en fait. Et ça me rappelle l'épisode avec Malik. Ouais, exactement. Beaucoup parlé d'ingénierie pédagogique où je pense que les dirigeants devraient développer en fait cette compétence de l'enseignement. Comment est-ce que je fais pour transmettre des compétences ? Moi, c'est un vrai sujet. Hein. Il y a des trucs... Mais après, moi, ce qui me... Pour avoir parlé... Je voudrais l'enseigner, mais je n'ai pas les outils, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut, comme tu dis, il faut appeler des experts pour, déjà, c'est une chose. Mais alors, moi, ma RH, du coup, Marina, shout-out à elle, un truc qu'elle m'a dit qui est très important, elle m'a dit qu'aussi, c'est ça aussi, un autre truc qui aide et qui est connu, tout le monde en parle dans le monde d'entreprise, c'est la culture. Et dire, en fait, il y a des trucs... Par contre, qu'il faut qu'en fait, toi, en tant que boss, tu sois intransigeant sur les comportements que les gens doivent adopter. Des fois, c'est... En fait, ils doivent te copier ou ne pas rester. Et elle dit que ça va. Marina m'a dit que ça Surtout devient... quand on est des structures de moins de 50 employés. Voilà. Il faut qu'ils copient ou ils ne restent pas. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ou ils font comme toi, ou ils font comme la boîte veut, ou ils ne restent pas. Et elle dit du coup que ça va jusqu'au recrutement. Et donc, du coup, des fois, les gens qui étaient bons de 0 à 1, en fait, ne seront pas ceux qui iront de 1 à 10. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité ni même l'envie de faire ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que des fois, il faut même, ça trouve, il faut que tu changes toute ton équipe. Ouais, bien sûr. Et c'est là où ça devient, du coup, difficile parce que toi, tu te rends compte, tu te dis, mais merde, ces gens font quand même bien le boulot existant. Mais en fait, ils ne feront pas le boulot pour aller à 10. Et là, c'est peut-être, il faut ou d'autres gens en plus, ou peut-être enlever les gens existants. Donc, c'est tout le boulot qui fait que, en fait, oui, pour reprendre la métaphore que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui fait que tu passes de 4% des entreprises à 0,4. En fait, c'est quand même... Enfin, il faut quand même se rendre compte que oui, on parle de faire quelque chose qui est... c'est 1/10 des gens qui y arrivent. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis un peu plus indulgent avec le temps que ça prend. Parce qu'un entrepreneur qui est dedans, même nous, il faut qu'on se dise, bon, en fait, là, on essaie de passer quand même à un niveau... On passe dans le top 1%, on tombe dans le top 0,4, et c'est dur. Et peut-être qu'il faut accepter que oui, peut-être qu'il faudra le faire avec d'autres gens, peut-être dans d'autres cadres, avoir une autre équipe. C'est dur parce que tu as à la fois l'apprentissage à faire et la transmission à faire. Ouais. Et maintenir l'existant. Ouais. Et il ne faut pas que l'existant pète. Parce que le plus dur, je pense, c'est qu'en fait, de 0 à 100 et de 100 à 1, tu n'avais pas un gros existant. De 1 à 10, l'existant est quand même balèze.
Donc, il faut réussir à te sortir totalement de l'existant, en tout cas que l'existant qu'on tourne sans toi, tout en travaillant sur la boîte pour que, comme tu dis, tu transmettes, tu apprennes. Non, c'est ça. Et donc, pour votre culture business, c'est ce qui explique, tu l'as dit, que des investisseurs, quand ils investissent dans un business, ils vont avoir tendance à mettre quelqu'un qui à ramener quelqu'un d'autre. Ouais, parce que lui, il va faire les choses. Lui, il a déjà fait ça 2-3 fois. Donc, plutôt garder quelqu'un qui est en train de se débattre, tu vois. Moi, je dis, parfois, je me dis que peut-être s'il y avait quelqu'un qui avait une vision purement, gestion d'agence, moi, j'étais sur le bizdev. Ouais. C'est vrai que toi, tu n'as jamais fait d'agence en vrai. Bizdev, oui, non, mais tu vois. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà raconté cette anecdote en caméra, mais ça m'avait marqué quand tu étais parti à un séminaire avec des start-upers super successful. Et que sur, je sais pas, les 100 qui étaient là, tu étais le seul dans sa première boîte. Dont c'était la première boîte. J'étais le seul. Il en était 50 à peu près. Voilà. J'étais le seul dans la première boîte. C'est ça. Et donc, forcément... Et c'est marrant parce que tous, ils me regardaient en mode « Oh, ils découvrent, t'inquiète mon ami, tu vas comprendre. » Et en fait, j'en ai parlé quand j'ai raconté l'histoire du fait que tous disaient qu'ils ne voulaient plus avoir beaucoup d'employés. Et tous, dans leur nouvelle boîte, se rendent compte qu'en fait, c'est les employés le leverage. Donc en fait, tous en ont beaucoup. Et que c'est ça, en fait, le travail. Et donc du coup, pour l'entrepreneur, il faut l'accepter que c'est ça le boulot. Et d'ailleurs, je pense que c'est Marc qui l'a bien dit dans l'épisode qu'on avait fait où il disait qu'en fait, mais c'est ça être manager. En fait, on te paye à répéter, on te paye pour ta pédagogie. En vrai, sinon tout le monde serait manager. Enfin, il avait dit, et c'est un point, c'est très violent à accepter, mais le travail de manager, on te paye plus qu'un employé parce que c'est chiant, parce que c'est dur. Non, mais en fait, non, mais c'est pareil pour tous les dirigeants sont payés plus que les employés parce que si tu te mettais à leur place, même si tu sais faire leur boulot, tu ne saurais pas faire la pédagogie, la gestion et toutes ces choses-là en même temps. Et c'est un skill set complet. Et c'est super intéressant parce que du coup... quelqu'un qui nous écoute, et j'espère que des salariés qui nous écoutent vont se rendre compte qu'en fait, c'est ça qu'il faut développer. T'es pas entrepreneur, mais si tu veux, t'es dans une boîte qui fait, je sais pas moi, 50 millions de chiffre d'affaires. Toi, t'es plancton, là. T'es au niveau 0. Si tu veux monter, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va falloir que tu te rapproches de ces skills-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'on va te faire monter. Ils vont te dire, OK, tu fais bien ton boulot, mais pourquoi je te donnerais plus d'argent? Exactement. Parce qu'en fait, tu vas faire... que la boîte va faire plus d'argent parce que toi, tu vas comprendre le client comme personne. Toi, tu vas poser des process qui vont permettre de créer une satisfaction différente. On va voir que tes clients à toi ont un NPS plus gros. On va voir que tes employés à toi, soudainement, ils sont plus productifs. On va se dire, mais attends, c'est qui ce gars? C'est qui cette go-là? Et là, on va te dire, lui là... ou alors, tu vas être dans une autre boîte venir te voir en disant, mais toi là, c'est bien chez moi. C'est comme ça qu'on est débauché. Exactement. C'est quand tu as fait un truc, et je pense que quand les gens reprennent, je pense même chez Jean-Claude, c'est pas... Les épisodes avec Jean-Claude. Ah oui, avec Jean-Claude, oui. Le premier éditeur, c'est Africa, il a parlé de ça. Qu'en fait, lui, on le prenait de chaque fois d'un truc à l'autre, parce que partout où il allait, il faisait des trucs que les gens n'arrivaient pas à faire, j'en trouvais impossible à un moment. Et quand il a fait ça, on lui disait, bon, toi là, tu as fait ça ici, mon ami, on a besoin de ça là-bas, va, fais ça encore. Et tac, à chaque fois, il devait réfléchir, adapter à l'environnement, que ce soit des Fidji jusqu'au Congo. Il a dû adapter à chaque fois. C'est des gens qui sont habités. Je fais un shout-out à Oriane, qui se reconnaîtra, avec qui j'ai beaucoup parlé de ça, mais qui sont habités par l'esprit de laisser quelque chose, tu vois. De laisser legacy, une trace. De laisser une trace, tu vois. Et Jean-Claude, c'était vraiment marquant. Ouais, c'était palpable dans son épisode. Ouais, c'était... et d'ailleurs, c'était dès le début. J'arrive dans un poste... OK, 100 premiers jours. 100 premiers jours, exact. Il faut que je marque mon empreinte. Et quand je vais partir d'ici, il faut qu'ils se souviennent de moi. Voilà, ils se souviendront de moi. Et ça, le côté, quand je partirai, ils parleront encore de moi. Tu vois, je pense que les gens ne se posent pas assez cette question-là. C'est clair. Non, mais sinon, en tout cas, les gens qui cherchent des augmentations, là, souvent, ils se posent cette question. Parce que si tu te poses cette question, l'augmentation devient superflue. Et pour ne pas se moquer de Kader, l'argent devient superflu. Mais c'était gratuit. Allez. C'était bon, c'était bien placé. Non, mais écoute, on est pas mal là. Je pense qu'on a fait. Ça a bien marché. C'est ça, l'épisode qui a bien marché. Donc, ouais, bah écoute, non. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. On a fait un bon petit tour. On mettra l'article. Dites-nous si, dans ces épisodes un peu fleuves, ce qui est intéressant, c'est que sûrement qu'à l'intérieur, il y a des sous-sujets. Ouais. Donc, qu'on devrait creuser. En commentaire s'il y a des sujets qu'on devrait creuser.
N'oubliez pas les petits mots pour la déco. Shout out, Art Design, Shaida, Tricia. Exactement. Vraiment, du fond du cœur. Merci. On est voilà, on s'est habillé un peu. On a été chez le coiffeur. J'ai mis des chaussures respectables. Voilà, j'étais jusqu'au bout de l'exo. J'ai vraiment fait le taf. D'ailleurs, les gars disent que la technique dit qu'ils vont se battre pour qu'ici tu viennes jamais pieds nus. Oh, je vais venir pieds nus. Oh, il blague. Il y a un bon petit tapis là. Mes orteils sont pressés que j'aille même goûter. Hey, vous avez tiré à terre, les gars. En tout cas, commentaires, abonnez-vous. Parce qu'encore une fois, vous êtes trop nombreux à regarder, à consommer au gratuit. Oui, en plus, c'est gratuit encore de donner, mais ils ne nous aident pas. Aidez-nous. Vous voulez qu'on fasse des bons trucs, d'avoir des meilleurs guests, d'avoir des décors, d'avoir des meilleurs contenus. Faites quelque chose. Et puis, mot de la fin. Bon, on laisse déco ou tu veux un mot pour... Déco, je sais pas. Ah, d'ailleurs, pendant que Moulay trouve... je vous recommande dans cette optique, il y a un YouTuber qui s'appelle Théo Lyon, qui a une web série qu'il appelle Road. D'abord, ça s'appelait Road to 1 Million, où il documente sa quête du premier million. Et maintenant qu'il a dépassé, ça s'appelle Road to 10 Million. Okay. Donc, il fait des petits vlogs, il explique. Et puis, mais c'est très marrant parce que c'est authentique. Il dit, ouais, bon, il y a 3 mois, je vous avais dit ça, mais en fait, c'était de la merde. C'est ça. Comme nous autres. C'est ça, on est dedans. Mais écoute, voilà. C'est ça. Écoute, non, moi, j'aurais dit, c'est vrai que le concept de niveau est vraiment important, mais... Que chacun donne son niveau, peut-être. Non, c'est ça, ou en tout cas que les gens... à quel niveau vous aspirez? J'espère surtout que les gens se rendront compte que tous les niveaux ont leur valeur. En fait, ce que je veux dire, c'est que chaque niveau a ses problèmes, chaque niveau a ses valeurs. Il faut être conscient de son niveau avec humilité et chercher l'aide s'il faut, mais pas forcément des fois se projeter. Moi, vraiment, je voulais vraiment faire cet épisode en ayant en tête qu'il y a des gens qui font des trucs de ouf, mais qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne regardent pas factuellement. Et je pense que si je devais donner un autre mot, c'est aussi qu'il faut être transparent. Il faut en parler. Tout ce qu'on vient de dire là, ça suppose que les entrepreneurs en fait, disent leurs chiffres. Ça suppose que les gens reconnaissent, et bon, qu'ils connaissent, parce que des fois, ils ne connaissent même pas leurs chiffres, mais c'est un autre débat. Je ne veux même pas rentrer là-dedans, sinon c'est sans fin. Mais ouais, je pense qu'il y a un vrai travail d'humilité, de transparence, et donc les niveaux, c'est ça. Pour les pointilleux qui disent oui, vous parlez de revenus, pas de bénéfices, etc. S'ils veulent, ils n'ont qu'à l'épisode de Wallet. Là, on a parlé de bénéfices jusqu'à fatiguer. Et on va faire un épisode sur le profit. Voilà, donc, en plus. Ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre monde encore. Donc, bien sûr, on aurait pu dire que le revenu par employé reste une métrique plus jouable, que nous, on aime. Mais là, c'est un truc qui peut être public. Vraiment, l'ambition, j'espère, cet épisode peut servir un peu de référence. J'espère un jour que les gens diront moi, je suis entrepreneur niveau 2, niveau 3. Ou en tout cas, qu'ils soient plus à l'aise pour dire voilà mon chiffre d'affaires. Simple, tu vois, ça coûte rien. Exactement. All right. Mais t'as pas dit de mot, du coup? Niveau. Ok. Ciao. Ciao.